Je propose de commencer la soirée. Il est 8h moins 10, facile. Donc voilà, donc cette soirée-ci s'inscrit dans un cycle sur la démocratie qui a commencé au mois de septembre et qui va se prolonger jusqu'au mois d'avril ou de mai, suivant, je dirais, la manière d'articuler les dernières séances sur le sujet. Bon, la question de la démocratie est une question qui traverse un petit peu toute la réflexion d'attaque et d'autres mouvements et qui semble, je dirais, de plus en plus, une question de plus en plus prégnante et importante de nos jours. Alors, on parle souvent de déni de démocratie, mais il n'y a pas si fréquemment, je dirais, des propositions pour savoir un petit peu analyser un petit peu les raisons profondes du déni ou des difficultés de démocratie, et donc à partir de là, qu'est-ce qui manquerait pour que ça fonctionne mieux sur ce plan-là. C'est l'objet un petit peu du cycle, donc de prendre toutes les questions des démocraties et les différents aspects l'un après l'autre, en essayant de couvrir un petit peu toutes les choses principales, et donc nous avons eu une série de séances qui ont parlé un petit peu, sont revenus sur les fondements, les définitions et les concepts. On a parlé de la démocratie aussi libérale, en particulier sur l'évolution en Belgique. La démocratie, c'est pas seulement la démocratie politique, donc on a aussi parlé de la démocratie économique, des rôles des syndicats notamment dans la démocratie. Et on a aussi consacré récemment les 2 dernières séances sur la question de la fabrique du consentement. Je dirais choisir des représentants, c'est une chose, c'est bien, mais est-ce qu'on les fait vraiment disons, de son propre choix ou sous influence. C'était aussi le rôle des médias. C'est aussi, voilà, le rôle des médias. Il nous restait aussi à aborder encore, et on va le voir, je dirais, cette séance-ci et les 2 probablement qui suivront. Cette séance-ci, c'est se poser la question de la démocratie au niveau local. Donc on a parlé de la démocratie au niveau national. En filigrane, mais assez souvent, je dirais, on a parlé des questions qui se posent au niveau international, au niveau de l'Europe ou au-delà. Comment s'exerce ou quels peuvent être les problèmes à ces niveaux-là. Une question qu'on se pose un peu moins souvent, bien qu'on sache tous, bien entendu, on va voter, mais quand on parle de démocratie, on pense quand même en général assez peu souvent aux enjeux qui peuvent se jouer au niveau local. Et donc c'est l'objet de la soirée aussi de développer cet aspect-là. Sous 2 aspects. Le premier, c'est que le niveau local, au niveau des enjeux, est loin d'être négligeable. Et d'abord, pour rappeler qu'historiquement, le premier document de l'Union des villes et de communes sur la question de la démocratie au niveau local, où il rappelle de manière utile que la démocratisation s'est d'abord faite historiquement au niveau local, au niveau des communes, avant même qu'il y ait des nations qui portent ce nom-là. Donc la démocratie au niveau local, cette question-là a d'abord évolué au niveau local. Donc c'est un petit peu un juste retour de choses que de revenir sur ce niveau-là. Une autre chose aussi, donc c'est comme je disais, l'importance quand même de ce qui se joue au niveau local. Et donc dans ce document de l'Union des villes et des communes, il rappelle que la commune, notamment, est un investisseur important. Je vais rappeler juste quelques notions, quelques points importants qui sont rappelés là-dedans. Il rappelle que, par exemple, au niveau d'infrastructures de voirie, à peu près 90% des routes wallonnes sont communales. La sécurité au niveau de la police et des services d'incendie sont fortement, je dirais, supportés et financés par le niveau local. La protection de l'environnement aussi est fortement dirigée au niveau local. Le développement économique, les zonings, l'enseignement fondamental qui est une forte connotation communale. L'accueil de la petite enfance, les aînés, le logement social, etc. Donc il y a toute une série de CPAS, et donc il y a toute une série de services qui s'exercent au niveau local, l'aménagement du territoire, il en sera beaucoup question aujourd'hui également.
Donc le niveau local est un endroit important, je dirais, en ce qui concerne notre environnement social et économique. L'autre aspect qu'on voulait aussi aborder aujourd'hui, bien entendu, dans le cycle de la démocratie, c'est de voir alors comment s'exerce la démocratie au niveau local. Et on va le faire principalement, l'option qu'on a retenue, à partir d'expériences de terrain, pratiques, et raison pour laquelle on a invité deux associations qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter très rapidement. Et donc de voir, je dirais, comment s'exerce au niveau local la démocratie, comment cela fonctionne au niveau institutionnel, aussi, je dirais, toujours au niveau institutionnel ou au niveau simplement pression de citoyens, des organisations, comment ça s'exerce au niveau local la relation entre les citoyens et les institutions, et de voir par là s'il y a des spécificités, une originalité, spécificité à l'exercice de la démocratie au niveau local. La manière dont ça s'exerce dans les textes, dans les institutions, la manière dont ça s'exerce en pratique, et à partir de là, et notamment des expériences des intervenantes et intervenants, mais aussi de vos expériences, ce qui serait souhaitable de faire pour que ça aille mieux selon nos points de vue. Et donc on a invité, puisque nous sommes à Bruxelles, deux organisations qui sont actives principalement, mais pas seulement au niveau de Bruxelles, on le verra. L'organisation Périphéria. Patrick je propose que chaque intervenant dise un mot sur son organisation et pourquoi ils ont trouvé utile aussi de venir débattre de cet aspect ici et Interenvironnement Bruxelles. On va partir de cas concrets parce que c'est sans doute la meilleure façon d'illustrer ou de démarrer en tout cas la discussion, c'est de partir de là plutôt que de partir, je dirais, de théories sur la démocratie au niveau local. On aura deux interventions d'une vingtaine de minutes. Ça peut être un peu plus, suivant la façon dont ça se déroule, ou un peu moins. À vous de voir, voire même on pourra peut-être faire des interventions plus courtes, et puis au cours du débat, reprendre peut-être la parole un peu plus longuement pour développer des choses qui ressortiraient de la discussion. On commence par qui alors? On se présente. Normalement, c'est toi qui commences, mais on se présente. On avait pris une partie de faire des interventions courtes. Hein. On était plutôt parti sur un quart d'heure, nous, les deux. Parce qu'on s'est dit que le plus intéressant, c'était de discuter ensemble. Et on s'est dit que normalement, c'était un public. Franco nous avait parlé du cycle de formation qui était déjà averti. Il y a probablement pas mal de choses à nous apprendre aussi. Donc je redonne la parole à Patrick tout de suite, mais je fais juste une parenthèse. Je m'appelle Jérôme, je travaille pour Interenvironnement Bruxelles, et à côté de moi c'est Isabelle. Je commence juste par faire une parenthèse sur l'invitation que vous avez reçue. Normalement, c'est Claire Scoyer qui devait venir parler ce soir. Elle a eu un petit empêchement qui fait qu'elle ne sera pas présente. Elle présente ses excuses, mais on est venu à deux pour la remplacer. On espère que vous ne serez pas trop fâchés. Juste un mot pour satisfaire la curiosité. Interenvironnement Bruxelles, c'est donc une fédération de comités de quartier et de comités d'habitants, de groupes d'habitants actifs à Bruxelles depuis 41 ans. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on a trouvé intéressant la discussion avec Franco de venir discuter de démocratie dans le cadre de ces soirées-là. Parce que la raison d'être d'Interenvironnement Bruxelles à la création, c'était justement de pouvoir donner une prise démocratique au groupe d'habitants qui se formait à Bruxelles il y a 40 ans, quand Van den Muyden construisait Manhattan et les grandes tours, et qui démolissaient surtout, et qu'il n'y avait aucune procédure démocratique pour que les citoyens puissent agir sur, en premier lieu, l'urbanisme. Une des premières revendications d'Interenvironnement de Bruxelles, d'ailleurs, qui ne s'appelait pas Bruxelles, c'était avant la fédéralisation, c'était la création de la région bruxelloise, par exemple, et notamment les procédures locales, communales, d'enquête publique et de concertation sur les permis d'urbanisme. Donc ça commence déjà à être beaucoup trop long, mais voilà, ça justifie juste. On décomptera tes 15 minutes, c'est rien. On va voir comment tu fais. Moi je fais très mal. Enfin, tu peux commencer tout de suite. C'est déjà fini?
Ouais, voilà. Moi, juste pour présenter IEB en 2 mots, ça me paraît suffisant. Mais moi, c'est alors une association un peu moins connue, donc Patrick, mon prénom, Périphéria, qui est donc une association beaucoup plus récente, qui a une quinzaine d'années dans ses statuts, plutôt une petite dizaine d'années en termes d'action, et qui est donc orientée sur tout le travail finalement de redonner du pouvoir aux citoyens pour arriver à influencer les décisions, qu'elles concernent des projets locaux ou des politiques publiques beaucoup plus globales. Alors je sais que c'est très large, mais en même temps, notre nom, il vient du Brésil. On s'est constitué à partir d'une expérience de plusieurs années dans des projets dans le nord-est du Brésil, et où justement, finalement, on continue à se nourrir d'expériences du Sud en pensant que l'énergie et les expériences du Sud peuvent aussi nous servir de source d'inspiration. Non, certainement pas de copier-coller, certainement pas. Mais donc on travaille sur toutes les démarches, alors on peut dire participation citoyenne, mais c'est un petit peu un terme fourre-tout et parfois un peu réducteur, mais c'est vraiment de se dire comment est-ce que, avec des citoyens, et non pas en opposition au pouvoir public, même si parfois on se retrouve vraiment en opposition, mais en essayant de co-construire avec les pouvoirs publics et finalement avec les différents intérêts de la société, on arrive à améliorer la qualité de nos espaces, la qualité de nos politiques publiques, puisqu'on n'a pas un thème, on n'est pas spécialement sur de l'urbanisme, même si on est souvent sollicité dans des questions d'aménagement, on est aussi sur des questions budgétaires. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à la soirée de ce soir. Parce que bon, de toute façon, on a tous déjà on est une petite association, on est 6 personnes, et on n'a jamais, enfin c'est le maximum qu'on ait été depuis la constitution de l'association. On est très peu subsidié, on travaille beaucoup sur base de projets. Ça veut dire on répond à des demandes souvent de communes finalement qui nous disent mais en gros, je caricature un tout petit peu, nous on ne sait pas bien comment organiser le dialogue avec les habitants, ou d'autres nous disent c'est bien qu'il y ait un animateur neutre. Je vous dis tout de suite, on n'est pas neutre. Donc, enfin, moi je n'y crois pas à cette notion d'animateur neutre. Par contre, on voit bien que la position d'un tiers est intéressante. Et donc nous, on est une association, on ne dépend d'aucun parti. Justement, c'est la diversité des projets qui fait qu'on a une indépendance. Alors, pourquoi intéressé par la soirée de ce soir? C'est parce que, voilà, justement, c'était montré que nous, on est persuadés qu'il y a des choses qui se jouent au niveau local et qui sont importantes. Et donc, la démocratie locale a toute sa raison d'être et on se bat pour ça depuis le travail dans les quartiers. Il se fait qu'on a fait récemment un travail plutôt sur les questions budgétaires, qui a commencé avec la commune d'Anderlecht, qui, on aurait espéré à un moment donné qu'elle se termine par une publication de la commune, y compris sur l'analyse de son budget. Bon, je vais vous montrer quelques éléments qui sont tirés de ce travail-là, mais je vais surtout, après, je vous montre quelques éléments, peut-être un tout petit peu des chiffres, pour qu'on ait des ordres de grandeur, et puis après, entrer dans un projet spécifique qu'on a accompagné de nouveau à Anderlecht, à la roue. Mais je vous dis deux choses, c'est que, d'une part, on a travaillé on est souvent sollicité pour travailler dans des quartiers. Donc ce que je vous montrerai après, c'est ce qu'on a fait à la roue. Là, c'est vraiment une démarche où on travaille sur un projet d'aménagement. Dans le cadre d'un contrat de quartier. C'est pas un contrat de quartier et je pense que c'est important que ça ne le soit pas parce que du coup, il n'y avait aucun cadre qui était défini. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant des contrats de quartier. Un contrat de quartier, en gros, c'est la région qui investit plus ou moins de l'ordre entre 12 et 15 millions dans des quartiers, on va dire, plutôt défavorisés, on va dire de manière générale, et sur ces 15 millions, il y a quand même une grosse part d'investissement, voirie, aménagement d'espaces publics. Tu dois d'abord dire toujours en lien avec une commune qui doit se contractualiser avec la région. Et alors, oui, et c'est d'ailleurs en train d'évoluer, mais donc c'est effectivement un accord région-commune, mais il faut savoir que l'essentiel des sous, plus de 90%, vient de la région. Voilà. Et donc, nous, là où l'exemple que dont je vais vous parler n'est pas dans un contrat de quartier, mais c'est vrai que c'est sur la base d'expériences qu'on avait eues avant que la commune d'Anderlecht était intéressée à ce qu'on travaille justement à la roue. Là, c'est un financement carrément
fédéral, c'est Belliris, qui, la commune est arrivée à mobiliser de l'argent fédéral de Belliris, 2,5 millions d'euros, donc 2,5 millions c'est quand même déjà significatif, hein, et pour les espaces publics du quartier. Et du coup, la commune nous sollicite justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour organiser de la participation. Et donc, dans ce quartier, 2,5 millions d'investissement, et ça devait permettre de faire de l'aménagement principalement des places et des voiries. Et donc, on s'est lancé dans tout un travail là-dessus. Ça, c'est le contexte. Je vous montrerai quelques éléments à la fin. Alors, parallèlement, on a fait un travail avec la commune sur la question budgétaire. C'était tout à fait indépendant, mais c'était dans l'objectif qui correspond bien à ce qu'on cherche à faire, c'était de donner des clés de compréhension aux citoyens pour comprendre finalement comment ça fonctionne un budget, mais pas simplement sur la technique, on organise les chiffres comme ça, mais surtout, alors ça c'est peut-être nous qui avons plus donné cette tonalité-là, pour savoir où se prennent les décisions dans un budget communal. Alors, du coup, je ne sais pas, oui, on est là sur, ça c'est un résumé du budget communal d'Anderlecht pour l'année 2012, avec, tu n'es pas entré dans le détail, mais donc il y a toute la partie, je ne sais pas si vous connaissez l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est des notions qui vous disent quelque chose ou pas? L'ordinaire, en gros, c'est tout ce qui est fonctionnement, c'est-à-dire, ce qu'on intègre dans le fonctionnement, c'est aussi tout ce qui est salaire, donc c'est une part gigantesque, très importante des budgets. On ne va pas entrer dans tous les détails. À gauche, c'est les entrées, à droite, c'est les sorties. Comme tout budget, en principe, c'est équilibré. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait pour ceux qui ont une bonne vision. Mais je vais simplement, et en dessous, en vert, c'est la partie extraordinaire. L'extraordinaire, ça correspond à de l'investissement. Alors, on ne va pas faire une analyse approfondie. Simplement, moi, ce que je voulais montrer par ceci, c'est qu'on regarde un budget d'une année à Anderlecht. En gros, on est à 180 millions à l'ordinaire, 36 millions à l'extraordinaire. Ça vous donne tout de suite une proportion, 180 millions, 36 millions. On voit que la part du personnel est beaucoup plus importante. 36 millions, moi ce que j'aime bien faire comme calcul, c'est que je divise ces 36 millions par le nombre d'habitants de la commune. 36 millions divisé par, on va un peu arrondir, 100 000, on sait qu'à Anderlecht maintenant il y a plus que 100 000, mais si on prend 100 000, ça fait 360 € par habitant qui sont investis chaque année. C'est en fait, si vous, alors je sais pas, c'est vraiment un calcul qui est intéressant à faire, moi c'est ce que j'appelle le poids citoyen budgétaire. Et donc pour voir un petit peu finalement, qu'est-ce qu'on pèse chaque citoyen dans l'investissement. Et ça, c'est un élément qui permet de faire des comparaisons, même avec d'autres pays, pour voir finalement quelle est l'autonomie, enfin, ou la capacité, justement, d'investissement d'une commune. Vous donnez 2-3 exemples d'investissement? Des investissements, c'est par exemple ce dont je vous parlais tout à l'heure, même si... un contrat de quartier, par exemple, dans les contrats de quartier, c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans une ligne importante, qui est la ligne transfert. Transfert, pourquoi? Parce que c'est transféré de la région à la commune. Ça veut dire que c'est de l'argent régional qui va servir dans des contrats de quartier, donc par exemple pour des voiries, pour la construction de crèches, pour la rénovation d'espaces publics. Voilà, tout ça, ce genre de choses. Donc c'est ce genre de choses-là. Donc on est dans un quartier où on a lancé en fait pendant 3 ans une dynamique sous forme d'atelier. Si je vous ai montré le tableau d'avant, c'était pour vous dire 36 millions d'euros d'investissement. Nous, on est avec 2,5 millions. C'est quand même pas tout à fait anodin de travailler sur 2,5 millions par rapport à 36 millions. Ça veut dire qu'on était, avec un petit quartier de la commune, travailler sur 10% de l'investissement de la commune. Et ce qui a été passionnant dans cette expérience, c'est que au cours des ateliers, donc au début, on était sollicité par un élu, qui nous dit, voilà, on va se lancer dans des ateliers, et on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces 2,5 millions. Honnêtement dit, c'est déjà une attitude d'un élu qui n'est pas habituelle, c'est-à-dire, c'est pas le collège qui a décidé. C'est, enfin, au bout du compte, si, c'est le collège qui donne qui prend la décision finale, mais c'est pas le collège qui a décidé tout seul, ou les services qui ont fait des propositions. Et donc là, pendant
c'est 3 ans. On n'a pas mis 3 ans pour décider, je vous le dis tout de suite, mais l'atelier a duré 3 ans avec notre participation. Il y a des choses qui se sont poursuivies, mais en tout cas, dans cet atelier, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on allait faire. Du coup, se retrouver face à 2,5 millions d'euros, c'est aussi se dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre quartier? Et du coup, ça nous a obligés à partir dans une réflexion sur quel type de quartier est-ce qu'on veut. Donc en gros, le départ, la notion d'investissement était une occasion pour réfléchir au type de quartier qu'on voulait. Ça se rapproche du budget participatif. Le budget participatif, c'est à peu près ça. Parce que c'est pas tout le budget qui gère au Brésil. Alors, ouais, tu vois, quand on parle de budget participatif, c'est vrai que nous, on travaille aussi sur des notions de budget participatif. Là, ici, c'est un petit peu différent parce que, je ne sais pas si si vous connaissez les expériences de budget participatif, mais les expériences de budget participatif, en gros, c'est en ça que ça rejoint l'expérience, c'est que c'est dire les 36 millions d'euros qu'on vient de voir, ils sont décidés avec toute la population sur tous les sujets et entre tous les quartiers. Ça, c'est des expériences qui ont eu lieu et qui existent encore dans certaines communes d'Amérique latine au départ, plus particulièrement du Brésil. C'est là que c'est né, c'est à Porto Alegre dans les années 80, fin des années 80. Et puis, ça a continué dans pas mal de pays d'Amérique latine, mais aussi il y a quelques expériences en Europe. Pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Plutôt, notamment Séville est une ville où il y a une expérience intéressante. Donc, on est avec 2,5 millions d'euros. Je vous ai donné les ordres de grandeur. Et ce qui a été passionnant, c'est que dans cet atelier, on est finalement arrivé avec un élu qui progressivement a remis en question ses choix, un élu et les services. Puisque par exemple, le choix qui avait été pris par la commune au départ, c'était notamment sur un pont qui est au-dessus du canal, le pont AA, enfin je crois que c'est comme ça qu'on le nomme, donc qui est vraiment tout au bout dans le fond du quartier, est un pont qui permet aux gens de sortir de la chaussée de Mons, traverser le quartier, passer par ce pont et rejoindre le boulevard de l'Industrie pour ceux qui connaissent. Donc en gros, le quartier devenait un lieu de passage. Et du coup, la commune a dit non, mais on va fermer ce pont, le condamner, et comme ça, la vie va être plus agréable et les gens ne vont pas foncer dans le quartier. Et bien, les habitants, ils n'en voulaient pas de ça. Et alors qu'il y avait eu des études avec des calculs de nombre de bagnoles et tout ça, donc voilà. Et les habitants ont dit, mais non, nous on ne veut pas être enfermés. Si on fait ça, on va se retrouver dans un quartier complètement enfermé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse continuer à traverser notre quartier. Et du coup, alors ça c'est simplement le point de départ, donc il y a eu des décisions qui ont été prises par l'atelier, et ce qui est passionnant, c'est que d'une part, je trouve que c'est passionnant, ça veut dire que les citoyens ensemble, mais dans une discussion sympa, si je peux dire, avec les élus et les services, sont arrivés à dire finalement c'est pas la bonne solution de fermer le pont. On veut continuer à avoir des gens qui traversent le quartier, par contre, avec une vitesse moins importante. Du coup, on a travaillé d'une autre façon sur les aménagements des espaces, pour repenser les espaces en fonction des choix des habitants. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que l'élu, en fait, au départ, il venait consulter les habitants pour savoir comment faire. Au bout du compte, il se présentait en début d'atelier, parce qu'il était présent chaque fois, ou en tout cas dans à trois quarts des séances, il était présent. Nous, en tout cas, c'était un peu une de nos exigences. Nous, on n'anime pas des ateliers comme ça si les élus ne sont pas là, parce qu'il faut bien qu'ils assument aussi leurs responsabilités. Et du coup, lui, il disait, ben voilà, moi je viens ici parce que je viens préparer la décision que je vais défendre en collège. Et donc, en fait, il a vraiment joué le jeu complètement de se dire, je construis la décision avec les habitants. De nouveau, je dis, c'est un élu, c'est un assez jeune. C'est droit. Ah non, c'est pas droit. Comment? C'est pas droit, non. C'est Moustapha Akous, donc un jeune socialiste qui est toujours à la commune. Bon, après, on peut... voilà, je pense qu'il était assez jeune enfin, c'était son premier mandat. Avant, il avait été dans un CPS, mais c'était son premier mandat comme échevin. Et du coup, il a vraiment joué ce jeu-là. Autre chose qui était importante, des 2,5 millions d'euros qu'on avait, on a fait un tableau, je peux essayer de le retrouver après, où on a listé tous les projets qui étaient faits. C'est devenu le tableau de bord des habitants.
pour dire, ben voilà tous les projets qu'on veut qu'ils soient faits. Alors certains, c'était évident que ça entrait dans les 2,5 millions. Sauf que ce qui a été intéressant, c'est que la commune a trouvé la démarche si passionnante qu'elle a décidé de remettre des sous en plus. Et donc le budget au total, on est arrivé à 3,6 millions, 3,7 millions. Ça veut dire que vous voyez, on est arrivé à passer de 2,5 millions d'euros qui venaient du fédéral à un budget de 3,7 millions, donc ça veut dire avec un investissement propre de la commune d'1 million et quelques. Donc ça veut dire qu'on est vraiment arrivé à faire un peu un effet de levier. Et alors un dernier élément qui nous soucie toujours beaucoup, on a eu une rencontre là-dessus samedi, Marc était là et puis d'autres personnes, Claire d'IEB était là aussi, c'était de se dire, oui mais c'est très bien, nous alors on est des professionnels, on est souvent vus comme les professionnels de la participation, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe, vous arrêtez les ateliers, tout s'écroule. Et donc ça a été un des autres enjeux sur lequel on a travaillé, et le fait d'être là pendant 3 ans, ça aide beaucoup, ça a été finalement d'aider à la mise en place d'un collectif local. Et donc il y a un collectif local aujourd'hui qui s'appelle le collectif de la Roue, qui en plus est arrivé à mobiliser des fonds pour des actions de quartier durable, donc ça c'est encore autre chose, mais qui s'est donc constitué en collectif et qui du coup permet d'amener une espèce de continuité. Voilà, alors j'ai certainement déjà dépassé mon temps. Non. Aussi. Oui, mais Voilà, tu vois, voilà, il l'a dit. Mais donc, moi je voulais simplement vous donner ces éléments de repère financier, parce que moi il me semble que c'est intéressant de travailler les aspects de démocratie locale à partir du moment où on peut les connecter à quelque chose de plus global, c'est-à-dire à ne pas s'enfermer dans du micro-quartier, mais même si, honnêtement dit, les habitants, et à ces ateliers, on a eu en gros entre 30 et 80 participants, donc on n'était pas non plus dans des ateliers avec 3 personnes, c'était quand même, c'était vraiment devenu le rendez-vous où les gens venaient. Il y a des fois où ça, bon, c'était pas évident, hein. Et nous comme animateurs, on s'en prend plein la gueule, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais ça a permis de construire des choses. Et donc, moi, ce qui me paraît important, c'est toujours de faire ce lien entre des choses qui se passent localement, mais aussi de les remettre en lien alors avec des perspectives beaucoup plus d'une autre échelle. Donc, arriver à faire ce saut d'échelle. Je pense que travailler la démocratie locale, c'est un vrai enjeu de ne pas s'y enfermer, mais chaque fois d'arriver à faire le pont. Donc voilà, j'en reste là, et comme ça, si vous racontez une autre histoire, et puis on discute. J'entends vraiment beaucoup de liens entre ce que tu dis et ce que je pourrais dire, c'est bien que je ne sais pas vraiment par où commencer. Donc on va prendre un axe et puis on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, l'idée qu'il faille avoir un point de vue, essayer de construire un lien un peu plus global, une conscience un peu plus globale de la situation me paraît intéressante. Je vais essayer de faire vite d'une part parce que je crois qu'Isabelle a plus de choses à dire que moi sur ce sujet. Mais c'est quand même moi qui commence, on avait dit. Et je vais essayer de faire vite parce qu'une bonne partie de ce que je vais résumer se trouve en version papier imprimée sur la table derrière vous. On ne les a pas distribués avant parce qu'on voulait que vous nous écoutiez et pas que vous ayez le nez dans les feuilles, mais le détail plus précis est là. Je vais vous parler un petit peu rapidement de toute la saga qu'il y a eu autour de la rénovation de la place, le réaménagement de la place Flagey. C'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est parce qu'en discutant avec Franco de la préparation de cette soirée, on était arrivé avec l'idée qu'il faudrait essayer d'avoir des solutions. Et il a dit dans sa présentation comment faire pour essayer d'améliorer les choses, rendre les outils. Et on craignait, nous, mais en fait c'est ça qu'on va vous présenter, de ne pas avoir de bonnes réponses toutes faites à ça. On ne trouve pas qu'il y a de solution. Et en fait, on se rend compte au quotidien, dans notre travail avec les comités d'habitants et les groupes d'habitants, qu'il faut souvent sortir du cadre préétabli et du cadre déterminé par la politique et la réglementation actuelle pour que ce soit vraiment intéressant en fait. Il faut sortir du cadre. Et c'est déjà un peu ce que disait Patrick aussi. C'était un élu qui faisait quelque chose de pas tout à fait habituel. Ils ont pris du budget. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ils ont pris un budget exceptionnel. Il y a pas mal de choses qui sortent du cadre dans sa situation aussi. La saga de la place Flagey, j'ai pris des notes parce qu'avec les dates, je m'embrouille toujours un petit peu. Si vous vous souvenez, vous vous souvenez de la place Flagey avant les travaux? C'était un parking avec des très grands arbres, mais principalement un parking.
Et il y avait beaucoup de problèmes d'inondation dans les rues Grès et les petites rues adjacentes. Ça commençait à s'empirer chaque année et la région et la commune ont fait appel à des experts qui ont dit qu'il faut construire un bassin d'orage sous la place Flagey. Tout l'espace pour faire ça là, c'est l'idéal. Ça s'est décidé sans discussion, sans réelle participation, c'était un point de vue technique, il faut construire un bassin d'orage. Pour la petite histoire, la place Flagey, il y a 100 ans, 50 ans, c'était un étang, le plus grand des étangs d'Ixelles, qui servait justement à réguler le flux du Malbec et éviter les inondations dans les quartiers adjacents. Donc déjà, les experts à l'époque avaient décidé de faire un parking à cet endroit-là, faire une place. Tout ça pour dire que on construit un bassin d'orage, et dans le cadre de ce bassin d'orage, on refait la place, mais il n'y a pas de réflexion sur l'urbanisme ou sur à quoi peut servir cette place. C'est considéré comme une dalle de béton et on va en refaire un parking. Sur le coup, ça n'a pas du tout plu aux riverains, qui auraient bien voulu pouvoir participer, être au courant, changer la place. Mais voilà, ça se passe, vous savez comment ça se passe, dans le cadre d'une commission de concertation, une enquête publique qui dure 15 jours ou un mois, quelques affiches rouges dans le quartier ou sur la façade de la commune, mais on est peu au courant, et puis les experts disent il faut un bassin d'orage, c'est comme ça. Donc on croit que ça peut pas avancer. IEP à l'époque d'ailleurs dit c'est trop tard, hein, le permis est délivré, ils vont faire une dalle et un parking, on ne sait rien faire, on n'est pas super proactif d'ailleurs sur le coup. Mais après 2 ans de travaux, il y a déjà 2 ans de retard. Pour la petite histoire, après 4 ans de travaux, il y aura 4 ans de retard. Donc il y a une sorte d'ouverture qui se fait, et les riverains dans le quartier se rendent compte qu'il y a moyen, là, il y a une brèche, quoi. On leur disait on sait rien faire, on n'a pas le temps, le permis est délivré, oui, mais maintenant il y a suffisamment de temps pour peut-être réfléchir à quelque chose, on a le temps. Et ces riverains, pas n'importe quel riverain, il ne faut pas se cacher le fait qu'il y a la Cambre juste devant, et qu'il y avait là une élite, entre guillemets, culturelle, des gens qui avaient une réflexion déjà sur l'urbanisme. Hein. Donc ceux-là qui connaissent les voisins, qui connaissent les habitants du quartier, qui fréquentent les cafés, ont une idée originale qui sort tout à fait du cadre. Ils ont lancé un appel à idées. Un appel à idées pour faire quelque chose de la place. Et c'était très très large à l'époque. Hein. Ils ont voulu vraiment taper large. Il y a des gens qui ont répondu. Cet appel à idées a eu un succès formidable. Il y a eu... dans mon souvenir, 96 propositions, certaines très abouties de bureaux d'architectes, d'autres beaucoup plus simples, des dessins de l'école des devoirs. Mais voilà, une vraie prise de réflexion collective de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ce quartier. Et c'était pas simplement une critique de il n'y a pas eu de participation et on va nous imposer un projet. C'était une manière aussi de critiquer, mais de proposer quelque chose, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la place? Bon, un succès phénoménal, pas mal de discussions dans le quartier, une exposition à la Cambre qui dépasse le nombre d'entrées des expositions habituelles, la presse qui arrive sur le truc. Ça fait beaucoup de ramdam, cette histoire. Et une des conclusions du jury, un jury composé d'habitants de quartier, de commerçants, c'est de se rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien, c'est impossible, ce n'est pas intéressant en tout cas de définir juste une place. La conclusion, la phrase type de l'époque, c'était tout ne se joue pas dans la pierre. Si on veut faire de l'aménagement public, si on veut réfléchir à notre ville, on ne peut pas simplement construire des bancs et un arrêt de bus. Il faut réfléchir à quoi va servir cette place, qu'est-ce qu'on veut y accueillir, le marché sous quelle forme, la foire pourquoi pas, des concerts pour qui, comment, des bancs sur lesquels on sait faire du skate ou un endroit où on peut jouer au foot, mais pour attirer quel public. C'était une réflexion qui dépassait de loin abattre un arbre ou remettre un arbre. Donc ça marche beaucoup, il y a une émulation citoyenne autour de ce truc-là, et le politique se rend compte qu'il a l'air un peu con en fait, avec sa dalle de béton et son parking. Donc le fait d'être sorti du cadre et d'avoir proposé quelque chose a fait bouger le politique qui a essayé de récupérer, il a vu aussi un intérêt, la démarche autour de cette place. Et il a lui-même lancé un appel à projet, qui était plus cadré, là, parce qu'il fallait répondre à des normes un peu plus strictes pour vraiment aménager. Il y a vraiment eu un appel international, un bureau d'architectes. Il n'y a eu que 7 ou 8 réponses à ce moment-là, mais le projet qui a gagné, c'est les politiques tout seuls qui composaient le jury, mais le projet qui a gagné est justement le projet qui proposait ce qu'il appelait lui-même la conférence permanente,
Et l'idée, c'était justement que la place, qui ressemble sur son projet fort à celle qui est dessinée maintenant, elle devait inclure une conférence permanente, c'est-à-dire qu'un organe de discussion entre les usagers de la place, les commerçants du coin, les habitants, dans l'idée de réfléchir à ce qu'on ferait de cette place, pour continuer à avoir une discussion autour de... Donc voilà, vous avez compris l'idée, le politique a utilisé cette idée, cette émulation, pour faire semblant qu'il avait bien entendu le message. Faire semblant, parce que voilà, les années passent, la mobilisation citoyenne qui a eu lieu à l'époque, elle s'essouffle un peu, ça dure 8 ans, les travaux ont duré 11 ans finalement. Pas mal de citoyens ont eu l'impression qu'ils avaient été entendus, que c'était bon, quoi. Donc la mobilisation citoyenne, ça met du temps, c'est difficile de rester actif et super motivé pendant des années, ça s'est essoufflé petit à petit. Et en fait, avec le recul, on voit que la conférence permanente, elle n'a jamais vraiment été mise en place, elle n'a jamais été convoquée par le politique. Notamment, une des choses qui était censée être de son ressort, c'était, vous voyez sur la place Flagey, il y a un écran avec des pubs pour l'instant, parfois simplement l'heure ou des pubs pour la commune. Ben, à la base, dans le projet de l'architecte et dans le projet d'intention de la conférence permanente, c'était un écran artistique qui devait servir à la Cambre pour faire une ouverture artistique des étudiants de la Cambre sur la place. Ben, finalement, la commune préfère de loin mettre des publicités pour la ville de Bruxelles et pour... enfin, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y a sur cet écran, mais c'est de la pub, quoi. Donc, voilà, tout ça pour vous expliquer en différents temps que sortir du cadre, c'est bien, ça fait bouger le politique, mais que le politique, comme il peut, va quand même essayer de récupérer les trucs et de faire à sa sauce, notamment alors que le projet n'était pas du tout un rond-point, mais était accolé aux étangs et à l'ancien bâtiment de la radio. Willy de Courty et ses copains ont dit ça va pas, ça va faire des bouchons, on va en faire un rond-point, ce qui change quand même la dynamique de toute la place et de l'urbanisme, de la façon dont on se promenait. Et donc, n'était pas du tout content, l'architecte. Et si on parle à l'architecte de ce plan maintenant, il est très fâché, parce que déjà on lui a détricoté son dessin, et en plus toute l'idée citoyenne qu'il y avait autour, elle est complètement passée au bleu, quoi. Mais est-ce que la Cambre a vraiment envie de s'investir là-dedans, de faire des projections, tout ça, ce machin? La Cambre l'a beaucoup fait, ils étaient très intéressés, mais ils ne voulaient pas non plus servir d'alibi à la commune. Ils étaient intéressés. Mais ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas réclamé, on avait dit qu'on pouvait, on ne peut pas. Non, mais j'ai presque fini, mais il y allait, encore une fois, là, mais pour répondre à cette question-là, il y a une sorte de récupération politique. Il y a eu un problème au bassin d'orage, il a fallu construire un parking. Bon, je vous passe les détails du parking. Il fallait construire une cheminée d'évacuation, et la commune d'Ixelles a demandé à un architecte qui était prof à la Cambre de dessiner la cheminée d'évacuation. Et du coup, leur possibilité de discours à l'époque était muselée, parce que jugé parti. Donc c'est des choses pour lesquelles il faut être vigilant. Il n'empêche, et même si j'ai l'air négatif, ma conclusion est pour moi assez positive, c'est qu'il y a eu là vraiment une émulation dans le quartier. Il y a des gens qui ont discuté, qui ont compris dans quel jeu ils jouaient, dans quelle pièce ils jouaient, et même si ça n'a pas eu d'impact direct sur la place, ou que dans le cadre d'autres enquêtes publiques, on n'a pas d'impact direct quand on apprend trop tard qu'il y a une demande de permis d'urbanisme dans son quartier. J'ai l'impression que le simple fait qu'il y a eu une réflexion, une prise de conscience, une construction d'un point de vue global sur comment ça marche, c'est déjà une victoire, ne fût-ce qu'à titre personnel, pour les gens qui ont participé à la démarche, quoi. C'est déjà mieux que si c'était passé rien. Et si c'était rien passé, ça construit une sorte de point de vue critique sur la façon dont on se construit un budget, une place. Un truc intéressant qui n'est pas fini et qui se passe maintenant, c'est une dynamique qu'on a avec des habitants qui habitent à Arronnes, où il y a un projet de prison dont vous avez peut-être entendu parler, et Isabelle va vous toucher un mot de cette actu qu'elle connaît bien. Voilà, je vous emmène à la campagne. Arronnes, au nord de Bruxelles, à la frontière linguistique avec Mechelen, et qui est administrativement géré par Bruxelles-Ville. C'est un territoire géré par la ville de Bruxelles. Vous connaissez tous l'état vétuste de nos prisons à Forêt, à Saint-Gilles, etc. L'État fédéral décide de construire ce qu'on appelle la plus grande prison de Belgique, c'est encore à vérifier, mais ils veulent construire là un tout nouveau complexe
carcéral, présenté évidemment comme très moderne, très humain, mais qui est censé accueillir 1200, un petit peu moins de 1200 prisonniers. Dans une commune qui est à l'origine une commune rurale où on cultivait le chicon, une commune où les habitants se désignent eux-mêmes comme étant la poubelle de Bruxelles, puisqu'on y a mis les dépôts de la STIB, l'incinérateur, ils sont coincés entre le canal, le ring, le Bruxelles Formation. Et malgré le dépôt de la STIB, c'est un lieu qui est extrêmement mal desservi en transport en commun. Commune très rurale où reste encore pas mal de terres agricoles qui sont affectées pour du bâti, mais qui sont encore cultivées actuellement parce que pas encore bâties justement. Et un grand espace vert qui est à la frontière, qui est vraiment situé entre, qui fait la frontière avec Mechelen, avec un petit sentier historique, le sentier du Kelbe, qui est là depuis 2 siècles, que les habitants ont toujours connu, qui est vraiment un sentier, donc on l'utilise qu'à pied, pour aller rejoindre Diegem, où les habitants peuvent aller faire leurs courses, parce qu'à Diegem, il y a un marché, il y a des commerces, alors qu'à Aronne, il n'y a plus rien. Il y a une épicerie, 2 coiffeurs, 4 cafés, et c'est tout. En termes de services publics, il n'y a même pas une école secondaire, il y a 1 ou 2 crèches, encore, 1 ou 2 écoles primaires. Et voilà. Et les habitants donc prennent connaissance de ce projet de prison. Et au départ, ne s'inquiètent pas trop parce qu'ils sont convaincus que ça va se construire sur des anciennes usines actuellement désaffectées, les usines où en sont, où l'on fabriquait des chauffages industriels. Donc, dans un premier temps, pour eux, ils trouvent que c'est légitime. Ils sont tous au courant de la surpopulation des prisons. La presse en fait ses choux gras, de dire que les détenus sont incarcérés dans des conditions lamentables, ce qui est vrai, notamment à Forêt. Il faut savoir qu'à Forêt, des détenus sont incarcérés et sont avec un seau hygiénique dans leur cellule. Hein. Il n'y a pas de toilette, c'est un seau hygiénique. Donc c'est juste pour dire un peu ce qui se passe. Donc au départ, les habitants, pas franchement alarmés, mais quand même. Un habitant est dans le comité d'accompagnement pour suivre ce projet de prison. Petit à petit, ils se rendent compte que ça ne va pas être un petit projet de prison, mais c'est tout l'espace du Kelbeek qui va disparaître sous un bâti énorme. Qu'en termes de mobilité, ça va poser énormément de problèmes parce que ces détenus, il faut les transférer. Le palais de justice, il est toujours là où on le connaît maintenant, hein, donc très loin de Aronne. Et appelle un petit peu Interenvironnement à s'intéresser avec eux à ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, on essaye de comprendre la situation. Moi, j'essaye d'aller discuter avec la régie des bâtiments pour les inviter à entrer en communication avec les habitants, de ne pas seulement fournir une information, mais de mettre en place un processus justement de concertation, de mettre les habitants dans le coup pour essayer de construire avec eux, de réfléchir avec eux ce projet de prison. Le fait la régie des bâtiments dit « Ah mais nous, c'est pas notre business, c'est à la commune de le faire ». La commune qui dit « Ah non, nous pas du tout ». C'est un joli jeu de ping-pong. Donc les habitants, avec Interenvironnement, décident de faire la participation eux-mêmes finalement. Donc on organise dans un premier temps des séances d'information avec les éléments que la régie des bâtiments nous avait donnés. Et là, effectivement, première séance d'information, 60aine d'habitants présents qui tombent des nues et qui là se rendent compte qu'effectivement il va leur tomber sur la tête un méga projet. Et la donne change un peu et il y a quand même tout d'un coup des habitants qui commencent à s'intéresser de beaucoup plus près, qui s'interrogent sur le devenir de leur qualité de vie, forcément. Et très vite, avec l'aide du comité des habitants, on a décidé de dépasser un peu le débat local. Personne ne veut d'une prison à côté de chez soi, comme personne ne veut de logements sociaux, personne ne veut d'un centre pour handicapés, c'est toujours des fonctions comme ça où les gens... Et on décide de réfléchir d'abord, qu'est-ce que cette prison pourrait apporter une qualité de vie aux Aronnois? Quelles sont d'abord les compensations qu'on pourrait demander en regard de cette prison qui va arriver? La ville répond, mais vous aurez beaucoup plus de sécurité. Ben oui, peut-être. Ça va améliorer la mobilité. Oui, ok, peut-être. Mais à part ça, rien de très réjouissant.
pas d'école secondaire en vue, pas de service de proximité. Mais en fait, les habitants de Harren se disent, mais finalement, une école secondaire, c'est pas une compensation, c'est tout simplement légitime, donc on doit rayer ça de l'histoire. Et puis, petit à petit, on commence à s'intéresser aux prisons en général. C'est quoi l'état des prisons? Pourquoi est-ce qu'il faudrait d'ailleurs une prison supplémentaire? Donc on réfléchit à la question, les habitants avec Interenvironnement Bruxelles et les ateliers urbains réalisent un petit film documentaire, Prison des villes, prison des champs, petit documentaire de 20 minutes qui va encore être projeté la semaine prochaine, documentaire qui a été projeté à 3 fois à Harren, avec à chaque fois des intervenants, des directeurs de prison, l'Observatoire international des prisons qui est venu aussi pour animer des débats. Et tout d'un coup, on a ouvert la boîte. Et c'est vrai que les habitants se sont intéressés. La prison, c'est quoi au XXIe siècle? Est-ce que c'est encore pertinent de construire des prisons? Est-ce qu'il ne faut pas plus travailler sur la prévention? Est-ce que Bruxelles n'a pas plus besoin d'écoles? Qu'est-ce que ça coûte? Comment est-ce que c'est financé? Savoir que cette prison va être financée par ce qu'on appelle un partenariat public-privé. On ne va pas développer ça, mais ça risque de coûter très, très cher. C'est aussi un mode de fonctionnement de la prison qui pose question, parce que pendant des années, elle sera gérée par un consortium. Ça débouche sur un colloque qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant, où les Harrenois se sont distingués parce que les différents intervenants qui étaient présents dans ce colloque, criminologues, les gens... Ce colloque a été organisé en partenariat avec l'Observatoire international des prisons, la Ligue des droits de l'homme, l'ULB, le Centre d'action laïque, donc tous des gens qui ont une maîtrise de ce sujet et qui ont vu arriver les habitants de Harren pratiquement comme des experts qui connaissaient très très bien la question des prisons, à tel point que quand la ville de Bruxelles est venue, la régie des bâtiments, pardon, est venue présenter son projet de prison, eh bien, ils ont été un peu malmenés par les habitants qui connaissaient les chiffres, qui connaissaient le partenariat public-privé, qui ont posé des questions très pertinentes sur la question des prisons en général. Donc, on est vraiment sorti on réfléchit toujours, bien sûr, à la question locale de l'arrivée potentielle de cette prison, à savoir que les enquêtes publiques, les procédures urbanistiques n'ont pas encore démarré. Donc on prépare encore, parce que des prisons, il faut savoir qu'à Bruxelles, on n'en construit pas tous les ans quand même. C'est un phénomène assez particulier. Et les habitants, évidemment, ont essayé de bien comprendre quelles étaient les procédures, comment ils allaient intervenir. Mais pour affûter les arguments, eh bien, ils s'intéressent très largement à la question de la prison en général et de la pertinence de ces nouvelles prisons qu'on essaye de nous vendre comme exemplaires, très humaines, elles vont changer le monde, etc. Cette prison de Harren, elle a été présentée, la presse l'a même décrit comme un nouveau Club Med. Hein. C'était vraiment très, très... Enfin, je veux dire, ça a suscité quand même pas mal de questions auprès des habitants de Harren, mais qui, pour en tout cas un noyau dur, ont clairement dépassé la question de l'impact local et des nuisances locales. Maintenant, ils en sont vraiment à se poser la question de la pertinence de construire un tel complexe aussi et du système carcéral actuel, et aussi de ce que ce partenariat public-privé va aussi amener en termes de justice, parce qu'il faut quand même savoir que pour ces personnes, les consortiums, dans un partenariat public-privé, leur intérêt, c'est que les prisons soient remplies. D'accord? Donc on peut quand même s'interroger plus loin de comment la justice va être rendue si le but du jeu, c'est de remplir les prisons. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question, mais voilà, pour dire qu'on a largement dépassé la question très locale, et les habitants de Harren s'opposent à ce projet actuellement, mais pas du tout avec l'esprit nimbiste qu'on aurait pu soupçonner au départ. J'ai vécu le processus de 2e étape. Bon, moi, j'habite pas juste à côté, mais parfois à la place, j'ai été dérangé pendant un temps,
que le marché soit déplacé, et après c'est que le marché soit revenu, parce que finalement on prend ses habitudes. Donc voilà, sur la place Flagey. Mais à part ça, bon, il y avait eu effectivement un processus très encourageant. Là, qu'est-ce qu'on fait de la place après l'AID, sous l'égide de Dominique Dalpas. Et c'était intéressant ce qui se disait dans ces groupes, quoi. Mais après, le problème, c'est quand on est passé à ce qu'on pourrait appeler la deuxième enquête publique sur le réaménagement de la place, où, bon, à un moment donné, il n'y avait pas que le bourgmestre, c'est vrai que c'est plutôt un bagnolard, mais il y a aussi des gens qui n'avaient ramené dans l'enquête publique contre le fait de supprimer un des côtés de la place. Bon, on aurait pu aller effectivement avec l'Institut d'architecture, moi je voyais plutôt par rapport aux fonctions des étangs, comme ça on avait une coulée verte. Et bon, c'est ces gens-là qui ont fait foirer le truc. Et après coup, je suis un peu désillusionné parce que moi, ça m'intéressait plus qu'ils suivaient dans des conditions comme ça. Et puis, donc je me suis rendu compte peut-être qu'il y a eu un peu une manipulation du processus, sans le vouloir vraiment, mais une orientation par Dominique Dalpas dans l'affaire, qui a un peu sa manière à lui de voir les choses. Qui c'est le Dominique là, Dominique Dalpas, c'est quelqu'un qui, pas un animateur socioculturel, qui a été au départ un peu dans Cause Commune, des Comité trucs des en voisins Roumanie, aussi. je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était Voilà. un des personnes très actives parmi les différents comités qui étaient actifs autour de la place Flagey, et notamment à l'époque, je pense que c'était Parcours Citoyen. Oui, Ouais. Parcours Citoyen à l'époque, effectivement. Oui, il y en avait d'autres, hein, mais voilà, c'était une Un personne. citoyen vachement dynamique et qui a effectivement essayé de fédérer pas mal de choses et puis qui a été un acteur. Bon, mais voilà, à côté d'ailleurs, il y avait Parcours Citoyen, c'était qu'il y avait à côté le comité Flagey qui rentrait aussi dans le processus, qui était très actif à l'époque. Et puis finalement, il y a eu cette enquête publique qui a fait tout foirer. Je me dis, il faudrait peut-être, ça va aider de repenser le processus pour que des gens comme ça puissent s'intégrer peut-être plus de place en définitive. Je me dis, moi je veux qu'on est tout dans un sens écologique et que ça vaut peut-être mieux de ne pas vouloir ça, mais plutôt vouloir avoir un processus où tous les gens, toutes les personnes puissent s'exprimer dans l'affaire et qu'elles ne fassent pas seulement quand c'est l'enquête publique proprement dit. Donc voilà. Surtout que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur cette place. Que dernièrement, il y a eu un cirque plutôt alternatif qui était là, mais c'est le seul truc que j'ai jamais vu avec les échoppes bio. Bon. Tu as eu une occupation des indignés à un certain moment. Ah oui, mais ils n'ont pas été très bien tolérés. Hein. C'est pour ça que je dis que ça ne fait pas partie du projet. Quoi. Donc il y a régulièrement Philips qui construit un truc, ou alors Smart qui vient faire, qui met du sable pour faire. Donc voilà, mais effectivement c'est fait direct, c'est fait seulement par le politique et c'est loué. Ça rapporte de la thune à la commune. Oui. Oui, moi j'avais lu un truc qui m'avait mis un article parce que je trouve que ça concerne la place Flagey. C'était vraiment bon. Moi je me souviens très bien de la place Flagey avant. Je me souviens des petits cafés un peu caberdouches comme ça, portugais, des restaurants portugais, le roi du poulet ou un truc Il est encore comme là, ça. hein, le roi du Oui, poulet. enfin je veux dire, il y avait plus le même une proprio. ambiance. Pardon. Il y avait donc, allez, des petits cafés très prolo, j'ai envie de dire Un comme quartier ça. philippin. Oui, il y avait tout ça autour de la place, quoi. Bon, et puis j'ai lu dans vos publications, je pense, je suis presque sûre de ça, un article que j'ai trouvé hyper intéressant. C'était dans nos publications, c'est sûr. Non, mais qui avait été écrit par une fille, je me souviens, je ne sais plus son nom, sur l'ambition de celui qui est le patron du Belga là, et de toute une série d'autres cafés. Une ambition comme ça, une volonté soi-disant d'installer des bistrots dans des quartiers relativement, disons, pas huppés, sans être populaires, hein, populeux, même je vais dire au sens noble du terme, de façon à engendrer un mélange, une mixité de la population, etc. Et cet article que j'ai lu dans vos publications, j'en suis sûre maintenant, prouvait qu'il y avait eu un effet absolument contraire, quoi. Autrement dit, que le Belga, par exemple, de même que tous les cafés qui ont été installés par lui près du canal, là au bout, comment je vais dire, en haut de la chaussée d'Alsenberg, là à Albert, enfin, etc., provoquaient tout à fait une inversion, enfin bon, le contraire de ce qu'il avait anticipé
disait-il, et de ce qu'il avait imaginé. Au contraire, disait cet article, ça avait tendance à diviser, à reproduire, sinon à approfondir le clivage entre les populations snobs qui avaient des pratiques à l'intérieur du bistrot, Internet, nanani, et qui finalement fonctionnent assez relativement de façon isolée, individualiste à l'intérieur de ce truc, à l'inverse des cafés portugais et autres de la Chaussée-Gloire, par exemple, où il y a une vie sociale, etc. C'est un article que j'avais trouvé, mais vraiment très très bon. Et moi, je me méfie très très fort, bon, de ces experts de la Cambre, qui peut-être avaient de bonnes volontés, de sérieuses bonnes idées, je ne sais pas, j'ai pas étudié le dossier, mais qui sont quand même des vues d'experts, peut-être révolutionnaires, peut-être contestatrices, etc., etc. Et je me demande si ces gars-là ont généré finalement autour de Flagey des comités où toutes les couches de la population étaient représentées, avaient leur mot à dire. Et comment le dire quand on se trouve par rapport à des gens qui parlent bien, qui défendent joliment leurs idées, mais qui le défendent souvent dans des termes techniques relativement difficiles à comprendre par le vulgus populi, au sens noble du terme. Et donc, je me dis, qu'est-ce que c'est que ces comités machin? Bon, alors, je m'étonne aussi du discours que vous tenez autour de ça. C'est vrai que les travaux ont pris un temps fou, mais il y avait quand même un cahier des charges. Il y avait quand même un budget qui avait été, un budget prévisionnel, qui devait correspondre, j'imagine, au cahier des charges, qui avait été signé, etc., etc. Comment est-ce que tout d'un coup, au milieu comme ça d'un projet de réaménagement d'une place, on peut tout repenser, tout réimaginer, tout reproposer, etc. à la lueur de quoi, de quelle logique, de quelle idéologie qu'il y a là derrière? Est-ce que l'entrepreneur a merdé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça et que ça produise au bout des faits, même s'il y a une concertation, quelque chose d'aussi moche, d'aussi peu sympathique que la place Flagey actuelle? Moi, je me pose aussi toute une série de questions par rapport à ça, avec ce bel gars branché, qui rassemble un public plus branché que sa tumeur, quoi. Hein? Celui à côté, c'est encore pire. Bon, bah, moi j'ai mis... Il est arrivé à côté que parce que le belga était là le premier. Voilà. Un mécanisme de Donc, tâche d'huile. donc je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Si ça aboutit à ça, je me pose quand même des questions, indépendamment de ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y ait eu quelque chose qui s'est passé là, et que tant mieux si ça s'est passé, mais si ça produit ça, si on fait appel à ce type snobinard qui s'installe un peu partout dans les villes, soi-disant pour... moi je trouve qu'il est excellent cet article, hein, je ne sais plus qui l'a écrit, c'est une fille... C'est pas vous. Si, en fait, c'est un écrivain. Vous dites plein de choses. J'ai envie de réagir sur plein de choses. Une fille, en fait, qui faisait notamment. C'était le BEM service au bar. Oui, alors. Et cette il y avait une publication faisait un mémoire. En mouvement. Enfin, maintenant, je me tais, hein, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà. Il y a des BEM, on donne la parole tout de suite, mais il y a 2-3 trucs sur lesquels je vais réagir tout de suite. Oui. Notamment le fait que le Bruxelles en mouvement. Il y en a un spécial sur la prison donc, qui détaille, qui a été écrit avec les habitants de Harren, sur lequel il y a le plan d'ailleurs de Harren, au cas où vous n'avez pas compris exactement ce que c'était, qui est là derrière. On en a pris un autre, on n'a pas pris celui dont vous parlez, qui s'appelle Service au bar, qui est vraiment, oui, je vois bien je vois bien duquel vous parlez, où effectivement on a étudié le phénomène de Frédéric Nicolai, qui a ouvert plein de cafés, ça a commencé à Oual-Saint-Géry, c'était un chantre il y a 20 ans. En fait, c'est... Frédéric Nicolai, qui profite avec des accointances PS, des connaissances qu'il a de revitalisation de quartier, des contrats de quartier qui va avoir lieu. Il est au courant avant, il achète les terrains, et puis c'est un article, c'est plusieurs articles, c'est 16 pages, notamment une partie intéressante où ils ont fait, c'est des étudiants, je ne sais plus quelle université, avec Daniel Zamora. Oui, parce qu'il y a une fille qui faisait un mémoire là-dessus, je l'ai rencontrée. l'ULB, et ils ont fait une étude sociologique sur
avec les monitoring des quartiers, quelle est la population qui vit dans le quartier, et après ils ont été questionnés qui était dans les cafés, et sur les revenus et le socio-professionnel, il y a un décalage immense. Donc voilà, il ne faut pas faire confiance à ce que Frédéric Nicolas il dit. Lui, il accompagne et il encourage un phénomène de gentrification manifeste. Le point de vue que vous dites, moi, voilà, je ne pense pas que la place Flagey soit une réussite. J'espère pas l'avoir présentée comme ça. Non. Je pense pas que ce soit une réussite. La place fonctionne très bien. Ben oui. La place fonctionne très bien. Il y a un monde fou dessus, ça marche. Oui, il y a plein de gens. Une des questions que vous posez, c'est pourquoi, de quel droit, au milieu de travaux, on peut recommencer à faire des travaux. Voilà. En fait, pour la place, il n'y avait rien qui était prévu. C'était une dalle de béton. Et il se trouve que l'entrepreneur, le bureau d'architecte, qui était chargé de refaire la dalle de la surface, il avait été choisi sans aucune publicité par l'entrepreneur choisi par la commune pour construire le bassin d'orage. Et c'était des liens d'une opacité effrayante qui n'étaient pas tout à fait légaux. Hein. Parce que pour un projet de cette ambition, normalement, il faut un appel d'offres et une ouverture à la concurrence. Voilà, donc ce truc-là, et le politique s'est retrouvé très mal pris. Et c'est pour ça qu'il a décidé, de son plein gré, de faire une enquête publique pour le réaménagement de la place. Le fait que, effectivement, autour de la place Flagey, la Cambre symbolise une classe moyenne, pour le dire gentiment, qui participe et met un pied dans c'est un truc qui est généralisé, parce qu'en Belgique, partout, c'est rarement les classes populaires qui s'investissent de leur plein gré dans les mécanismes citoyens, de participation, un truc comme ça. C'est souvent, entre guillemets, c'est malheureux, c'est un truc contre lequel on doit lutter, mais voilà, c'est pas seulement une question d'ouverture intellectuelle, c'est aussi une question de temps, de discours. Je bouge pour la caméra. Et le seul Bruxelles en mouvement, et je fais le lien avec vous, le seul magazine qu'on a amené, c'est celui qui s'appelle Le droit à la ville. On a essayé avec quelques auteurs de refaire une lecture critique du texte de Henri Lefebvre, écrit dans les années 60 sur le droit à la ville, qui conclut justement là-dessus, sur le fait que c'est important de pas... à l'époque, le droit à la ville, c'était améliorer la qualité de ville. Améliorer la qualité de vie pour pas seulement en faire un truc fonctionnel de service, et que maintenant, ça devient fondamental de ne pas négliger et surtout de mettre au cœur la question sociale, de s'assurer que la paupérisation économique et sociale n'évacue pas tout un pan des Bruxellois, en l'occurrence, dans la participation et la construction de notre environnement. Donc, ils sont là. Je vous engage à les lire, mais voilà. À les prendre. Oui. Mais c'est parce qu'on parle de démocratie ici, alors on voit vraiment, excusez-moi, que c'est toujours la même couche de population qui décide et qui propose son expertise. Et pour moi, c'est pas... Pour moi, bon, ils peuvent avoir de très bonnes idées, là n'est pas la question, hein. Mais en termes de démocratie, je ne crois pas qu'on atteint son but, quoi. C'est ça que je voulais simplement dire. Oui, mais il y a déjà mais avant, peut-être, je dirais, pour vous relancer un petit peu tous, parce que déjà, c'est peut-être relancer tout seul, mais donc il apparaît quand même des expériences et des réactions qui ont déjà été faites, que, en fait, je dirais, soit la population, au sens large, peut être mobilisée davantage parce que, dans ce cas-ci, de manière assez exceptionnelle sans doute, un élu, quelqu'un du membre politique, met en place quand même et favorise certaines concertations. Dans d'autres cas, ce sont les personnes du quartier qui sont mobilisées elles-mêmes, qui sont informées, etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne la population. D'un autre côté, dans les expériences de Flagey, comme ça a été rappelé aussi, il peut y avoir des acteurs, je veux dire intermédiaires ou plus actifs ou plus mieux connectés, qui peuvent influencer de manière disproportionnée. Si on prend une personne égale une voix, il y a des personnes qui ont finalement qui prennent plus de place que d'autres. La question alors à ce point-ci, disons, de la discussion, elle serait double, je dirais. Dans quelle mesure pensez-vous, je dirais, que la population au sens large peut, dans un processus de discussion, d'information, de débat, apporter de meilleures solutions, et en tout cas en étant habitant, une solution qui est
qu'ils puissent comment découvrir, trouver comme les leurs, et donc qui répondent à leurs questions. Et est-ce que d'abord, je dirais, un processus comme cela peut amener des solutions intéressantes, ou bien c'est intéressant parfois de faire appel à des experts, des personnes qui ont une certaine expertise, quelle place pour l'un et l'autre, et deuxièmement, en fonction de la réponse, comment favoriser ou quelque part un peu institutionnaliser des processus pour éviter des dérives. De vos expériences, comment vous voyez ça? Tu voulais peut-être ajouter quelque chose là-dessus? C'est deux petites questions, mais qui vont un peu dans le même sens. Est-ce que le quartier de la Rose est un quartier assez populaire? Quelle était la population qui participait à votre projet? Et une autre question, combien de temps, la même question, quelle était la population qui participait à Arles? Qui participe toujours? Oui, je ne sais pas très bien ce que c'est comme qui habite à Arles. Mais et combien de temps dure le processus? Il dure toujours. Oui, là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. Et pour dire, la population de Arles, comme c'est un quartier excentré, que le foncier, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre la prison là, parce que le foncier est moins cher. Je dirais c'est assez populaire et classe moyenne, mais il est évident que dans les processus de participatifs, que ce soit à Arles ou à Uccle, d'ailleurs, c'est souvent quand même des gens un minimum avertis, cultivés, souvent des propriétaires, parce que les locataires, par définition, sont plus amenés à migrer, à bouger, donc s'investissent peut-être moins. Mais moi, je pense que c'est vrai que nous, on part de l'impulsion des habitants. On ne va pas aller chercher, les tirer, mais peut-être qu'il faudrait peut-être la jouer comme ça, finalement. Pour avoir travaillé dans une autre vie professionnelle dans des quartiers très défavorisés, le problème, c'est déjà souvent, ce sont des gens qui n'ont pas toujours le bagage d'études pour accéder à ces documents qui sont quelquefois quand même assez barbares, assez difficiles d'accès. Ce sont souvent des populations qui considèrent que leur voix ne sera pas entendue. Moi, à Arles, les premières choses que j'ai entendues, c'est de toute façon le projet est ficelé, on ne peut plus rien faire. Donc il faut déconstruire tout cela. Il faut d'abord le déconstruire, faire comprendre aux gens que oui, effectivement, ils peuvent avoir un pouvoir d'influence, qu'ils peuvent faire entendre leur voix et que se faire entendre est quelque chose de légitime. Dans les quartiers populaires, mais peut-être que ça, peut-être Patrick pourra peut-être en parler mieux, je ne sais pas. Moi, les choses qui m'interpellaient, c'est que la préoccupation des gens, elle était autre. C'était gérer le quotidien, c'était gérer l'urgence. Je crois que c'est souvent là le nœud du problème. Et moi, je pense que ces deux choses-là, c'est gérer le quotidien, gérer l'urgence. Et puis le fait que souvent, on est des petits gens, de toute façon, notre parole n'aura pas de poids. Et il faut déjà leur donner, faire un travail pour leur dire mais si. Et surtout leur faire comprendre que les experts, c'est eux. Parce qu'ils vivent leur quartier au quotidien, ils en connaissent les forces et les faiblesses. Et que ce n'est pas toujours les politiques ni les gens dans les bureaux d'études qui connaissent le mieux. C'est pas vrai. Moi, je travaille avec un habitant de Arles qui a, une personne très simple, mais qui est né là. Il connaît tout. Il sait dire, il y a 20 ans, il y avait ça. Là, ici, il y avait des sources. Là, ici, il connaît tout. C'est mon meilleur expert. Le jour où il va être confronté au bureau d'études, au bureau d'études, je crois que le bureau d'études risque de se prendre des volets de bois vert et qui va leur asséner des vérités qu'ils n'auront peut-être pas soupçonnées. Peut-être pour ajouter plusieurs éléments, parce que c'est sûr que, à mon avis, il y a déjà une chose à distinguer. Moi, je vous présente une expérience dans un quartier pas très connu, un peu plus excentré. C'est sûr que la place Flagey, d'abord c'est un espace public, c'est très différent comme contexte. On est sur un enjeu qui est un enjeu qui dépasse la notion de quartier. Même si ça concerne directement le quartier, on est sur des... Donc il y a déjà des éléments, quand on parle de population, par exemple, qui vient, c'est déjà très différent. Se mobiliser sur un enjeu de place publique comme Flagey, c'est autre chose que se mobiliser pour la rue devant chez soi,
et honnêtement dit, pour certaines personnes, pour le parking devant sa maison. Ouais. Ça, effectivement. Donc, il y a quand même cette notion d'échelle qui, à mon avis, est quelque chose de permanent et qui, du coup, peut distinguer aussi, honnêtement dit, le profil des participants dans des processus. Alors, il y a une chose que tu viens de dire, Isabelle, qui est essentielle, c'est se dire, ben, je suis citoyen, j'ai le droit de dire quelque chose, même si je ne suis pas un expert qui a étudié, même si je n'y connais rien en marché public, en lecture de plans, en chiffres et tout ça. Donc, enfin, ça pour nous c'est vraiment notre boulot. C'est en gros, c'est dire, montrer aux gens qu'ils ont quelque chose à dire. Et quand je dis montrer aux gens, on va pas montrer en disant bon ben voilà, allez, dites-nous, non. C'est finalement, nous on est très souvent dans les quartiers, à se balader dans les quartiers avec les gens, pour que d'abord les gens ils nous racontent le quartier. C'est comme ça que ça commence, c'est pas nous on débarque et on joue de notre extériorité. C'est volontaire, ça veut dire que notre extériorité, parfois on pose des, si je peux dire, des bêtes questions, et en fait, honnêtement dit, sans le savoir, on touche des points super complexes. Mais du coup, le fait de se balader simplement dans le quartier fait que les gens commencent à raconter des choses. Et en fait, ça les met dans une position d'emblée complètement différente. Ça veut dire qu'on ne se met pas, nous, en tant que connaisseurs, et puis nous, en plus, on n'est pas bureau d'études, donc on n'est pas du tout dans cette position-là, mais on se balade simplement, et c'est eux qui deviennent les guides du quartier. Donc c'est eux qui, tout de suite, alors effectivement, prennent le rôle d'expertise. Et donc, nous, c'est vrai qu'il y a un jour où on était dans l'atelier, là je vous ai dit, la question de la vitesse des voitures était préoccupée tout le monde, et pourtant, dans la rue des Colombophiles, qui est une des rues à la roue, il y a un ralentisseur. Mais les gens disaient, mais marche pas ce ralentisseur. Ok, ben on va voir, et donc ce jour-là, l'atelier il s'est passé dans la rue. On a commencé à d'abord mesurer le ralentisseur, mais c'était vraiment marrant, tu vois, mesurer y compris l'inclinaison, parce que c'est toujours une partie avec des bords inclinés, là, une partie surélevée, puis il y a ce qu'on appelle les coussins et du coup on a commencé à mesurer ça, et puis il y en a un qui était avec son vélo, et puis qui a dit oui mais finalement, parce qu'il y a des potelets à côté, donc moi je ne sais pas passer avec mon vélo. Et puis on a commencé à regarder, puis on voyait que les voitures, elles arrivaient à passer toutes les deux en parallèle, mais en évitant plus ou moins. Enfin bref, on a remarqué tous les dysfonctionnements d'un dispositif technique. Et c'est là que tout d'un coup, en faisant cet exercice-là, les habitants, ils avaient finalement une pratique du coussin berlinois bien plus intéressante que les techniciens qui les dessinent sur le plan. Et ça renverse complètement la logique. Et en fait, avec ça, il me semble que ce qu'on fait, et ce que tu racontes sur Aaron est à mon avis du même ordre, c'est que finalement on a créé les conditions pour mettre tout le monde autour de la table avec une capacité à dire des choses qui sont... Alors après, c'est vrai que parfois le rôle d'un extérieur, comme vous pouvez l'avoir ou comme nous on peut l'avoir, c'est de dire à un moment donné à l'expert, bon, tais-toi, et écoute ce que l'habitant a à te dire. Parce que c'est en général dans ce sens-là qu'il faut dire les choses. C'est rarement dire tais-toi aux habitants. Il y a des fois où les habitants, mais c'est en général nous, ce qu'on observe, c'est que souvent, à une première réunion publique, dans les premières réunions publiques, ça pète. Parce que c'est normal. En général, comme à Aaron, nous, quand on est arrivé à la roue, les habitants, ils n'en pouvaient plus. Ils n'avaient plus vu les pouvoirs publics. Enfin, ou alors je repense à Lemens, qui est encore un autre quartier où on a travaillé, qui est sans doute encore pire. Les habitants, ils y croient plus. Ils se sentent complètement rejetés. Il n'y a rien qui se fait dans le quartier. Il y a beau avoir X contrats de quartier qui se passent, ça ne change rien dans le quotidien. Et donc, il y a quand même un... Bon, alors c'est pas une nouveauté, mais dans la démocratie locale, il y a quand même un problème de... Il n'y a plus de confiance. Oui. Et du coup, il n'y a plus de confiance, ça veut dire que voilà, les gens ont tendance à se refermer, à se dire à quoi est-ce que ça sert exactement, comme tu l'as dit, nouveau, à quoi est-ce que ça sert que je dise quelque chose? De toute façon, ça se joue ailleurs. C'est de toute façon Nicolas là, qui va faire ses barres partout. Alors, moi, c'est vrai que nous, on a une tendance à essayer de ne pas être fataliste et à se battre pour qu'il y ait des choses qui continuent à se passer. Et c'est pas évident. Mais je pense que voilà, les exemples qu'on vous donne, c'est peut-être des petits exemples à des échelles différentes et avec des significations différentes. Mais pour se dire, il faut se battre contre ce fatalisme et créer les conditions pour que les habitants puissent arriver à avoir confiance en eux pour dire des choses et à obliger les experts et les élus à les écouter. Moi,
ce sur quoi je voulais vous entendre, donc j'ai géré les processus de site en dirigeant la mission locale forêt, en gérant le volet social du premier contrat de quartier sur le quartier Saint-Antoine. Et donc voilà, c'est des moments intéressants, c'est des moments riches, mais c'est des moments difficiles pour différentes raisons, et je ne vous ai pas du tout entendu là-dessus. C'est comme s'il y avait le groupe homogène des habitants d'un côté et les pouvoirs publics de l'autre dans ce que vous décriviez, en tout cas dans ce que j'ai entendu que vous disiez. Bien, moi, ce que j'ai retenu de ces processus, outre toute la richesse et les choses intéressantes, puisqu'on a fait des choses très très concrètes, comme repaver 6000 m² dans le quartier, on a repavé toutes les rues avec les jeunes, en engageant les jeunes. Mais en tout cas, je retiens deux choses difficiles et qui interrogent sur le fonctionnement démocratique. C'est d'abord évidemment des rapports de force entre les populations et entre les populations pauvres. Hein. C'est même pas les plus favorisés et les plus intelligents par rapport aux autres. C'est des conflits d'intérêt sur l'occupation d'espace. Sur le parvis Saint-Antoine, c'était entre les petits qui avaient besoin d'espace de jeu et les grands qui voulaient absolument, eux, occuper l'espace. Et les voitures. Tu dis ? Sans compter les voitures qui voulaient y rester. Oui, ça allait encore pour arbitrer. Mais donc des conflits d'intérêts entre les habitants. Et la deuxième chose, c'est l'absence sur le fonctionnement démocratique, c'est l'absence de continuité dans un processus. Donc ce n'est pas des processus strictement définis où tu dis à quelqu'un, bon alors c'est X, Y qui participe, ok, tout le monde est là, maintenant on a pareil, et vous ne sortez pas du processus et d'autres ne rentrent pas. Et ça veut dire que tu as des choses qui changent. Tu as des gens qui disent, nous on trouve qu'il faudrait faire ça, 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 et tu travailles avec eux là-dessus. Et puis tu en as d'autres qui arrivent et qui disent, oh, tout ce qu'on fait, nous, ce programme-là ne nous intéresse pas. Et donc une absence de stabilité de processus, forcément, parce que le fonctionnement démocratique n'étant pas défini jusqu'à ce point-là, et n'étant pas simplement un nombre de gens qui à un certain moment votent, se décident sur un projet, ben c'est pas du tout facile à gérer parce qu'effectivement ça dure des années et donc les gens autour de la table à un certain moment, pas à Saint-Antoine mais dans d'autres expériences, changent. Voilà. Non, c'est pas cela. Il n'y a pas que ça. Il y a une rotation de la population. Et donc c'est difficile parce qu'il n'y a pas de continuité. Des étapes dans la vie où on s'investit plus que d'autres. Je pense qu'il y a aussi quelquefois du découragement. Et non, ce qu'il y a surtout, pardon, juste encore un mot, ce qui m'a frappé à Saint-Antoine, c'est qu'en fait la seule chose, les habitants pensent qu'il y a des choses qui sont quelque part malveillantes ou mal faites de la part du politique parce que tu as des processus qui mettent des années à aboutir. Et pas du tout parce que le politique, il peut travailler mal par ailleurs, mais le temps de cheminement d'un processus entre le moment où un contrat de quartier se décide, le moment où ça se travaille, où les cahiers de charges sont remplis, où ça va de la commune à la région, de la région à la commune, et où ça se met en œuvre, ça met des années. Donc les habitants se disent on s'est foutu de notre gueule. Mais non, c'est le temps de cheminement du processus. Et d'où à Saint-Antoine, par exemple, le fait qu'on a commencé très vite dans le repavage, etc. Et que c'est les seules choses, les habitants se sont dit, ah oui, il se passe quelque chose. Et en plus, ça se passait avec leurs enfants qui participaient au chantier. Donc... Mais sinon, c'est aussi des malentendus sur le décalage du temps entre le cheminement de processus sur le plan administratif, institutionnel et politique, et le temps des habitants qui est effectivement autre, et qui aimerait bien, quand on leur parle d'un projet qui va avoir lieu, un projet positif qui s'entend, qui aimerait bien en voir rapidement la couleur. Si je peux dire quelque chose, moi, enfin, je connais pas bien depuis combien d'années la participation est quelque chose. On entend beaucoup parler de participation, de processus, de concertation, etc., etc. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Je pense qu'on est encore au début d'un quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand on entend, alors on va les appeler les politiques, les pouvoirs publics, les promoteurs, on peut leur donner le nom qu'on veut, c'est pas grave. Alors ils vont dire, ouais, on va entamer un processus participatif de concertation, les CLDI, c'est des coques. Alors, pardon ?
Ça s'appelle les COC. Ah, ils ont changé de nom, c'est très bien. Oui, c'est comme les... C'est dans les dispositifs de contrat de quartier. Ouais, voilà, avant les commissions locales de développement intégré, maintenant c'est les commissions de quartier. C'est super. Durable. Durable. Non, la commission de quartier, c'est pas durable, c'est le contrat de quartier. Contrat de quartier durable. Soit. Et souvent, parce qu'on a fait une séance d'information, parce qu'on a écouté les habitants, moi c'est le sentiment que j'ai. Après on peut... d'années de travail avec des habitants dans les processus de type de ce que vous... Oui, mais bon, ok, j'enlève les CLDI tout d'un coup de ce truc. Voilà. Et moi, mon sentiment, c'est que, ben voilà, on l'a fait, et puis on est content. Les habitants, très rarement, ont le retour de cela. Très rarement. Comme vous le dites très bien, les processus sont très longs. Donc, effectivement, des fois, les gens voient, effectivement, ah ouais, tiens, je me reconnais un peu là. Une petite histoire que j'ai vécue à Uccle-au-Bourdon, quartier où il y avait encore beaucoup de terrain à bâtir, où les promoteurs, évidemment, se sont jetés dessus. Au Bourdon, où, comme à Flagey, comme dans beaucoup d'endroits à Bruxelles, il y avait des phénomènes d'inondation, on a commencé à construire. Il y a le cirque Powell, il y a plus, c'est fini. Oui, pas forcément, il y a plus, c'est l'histoire qu'elle va raconter. C'est là où il y a le cirque. Voilà. Château d'Or. Où il y avait cet endroit qui était aussi un bassin d'orage naturel, où tout d'un coup les habitants se sont dit « Oula, mais ils vont construire là-dessus », ils ont commencé à tirer les sonnettes d'alarme en disant « Hé les gars, vous allez construire là-dessus, mais ça va provoquer des catastrophes, etc. » De nouveau, Interenvironnement vient mettre son nez là-dedans, et avec les habitants, on a réfléchi, on a fait des marches exploratoires, et d'ailleurs c'est marrant parce que les gens me disaient « Pourquoi tu veux qu'on aille se promener dans le quartier, on le connaît par cœur ?» Je dis « Mais oui, vous, mais pas moi. » Donc on y va, et de fait, tout d'un coup, ils ont ressorti des choses qu'ils avaient oubliées. On a oublié que le quartier était comme ça, et puis tiens, on l'a examiné. Moi, je leur donnais des contraintes, je disais ok, on va se promener, mais alors avec cette contrainte, on observe le logement, on va observer l'eau, on va observer les espaces verts. Et on rédige cette petite brochure. Ça a été un furieux boulot, parce que c'est la rédaction des habitants. C'est processus participatif, par essence, pour moi, ça prend du temps. C'est énergivore, ça bouffe. C'était des réunions le soir, il faut écrire, relire, réécrire. Ça a donné une petite brochure qui a été distribuée aux habitants, qui a été envoyée à la région, qui a été à la commune. Les habitants n'ont eu aucun retour des pouvoirs publics. Il n'y a même pas eu une petite carte de visite de l'échevin de l'urbanisme qui dit « Ah, merci beaucoup pour votre brochure, je l'ai lue. » Rien, que dalle. C'est pas gratifiant pour des habitants qui bénévolement passent du temps, leur soirée, consciencieusement à rédiger des choses. Cependant, c'est arrivé aujourd'hui sur mon bureau. La commune a fait un schéma de développement dans un périmètre donné. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que je vais retrouver ce que les habitants ont mis dans la brochure. Alors on peut se dire, ok, c'est récupéré par le pouvoir public. On peut se dire ça. Récupérer ça, c'est bien. Ouais, c'est bien qu'ils mais ont en même temps, si c'est les habitants, si c'est toutes les suggestions, le regard des habitants et ce qui est écrit dans la brochure avec leurs revendications, qui un petit coup est repris en compte, même si c'est dans un schéma de développement, et on sait qu'un schéma de développement n'a pas de valeur, n'a pas de force légale, etc. Bah, ça au moins c'est un retour, c'est arrivé 3 ou 4 ans après. Et ça, c'est un retour. Et moi, je pense que dans le processus participatif, je pense qu'actuellement, il y a une volonté de la part des citoyens. Le politique, il n'a pas encore passé l'étape. Je pense qu'il a... Enfin, moi, c'est mon sentiment. Et qu'il ne faut pas qu'ils confondent information et participation et concertation, où on va vraiment travailler avec les habitants, mais très loin, en amont, avant que les projets soient dessinés. C'est mon sentiment, mais je peux me tromper. Il faut aider les gens à participer. C'est ça quelque chose qu'on ne comprend pas souvent. Hein. Bon, il ne suffit pas de convoquer les gens, de dire voilà, on vous appelle pour faire ceci. Non, il faut être à l'écoute, hein, avoir une oreille et être à l'écoute au moment où les gens ont le temps et ont la motivation de le faire, qu'ils puissent utiliser cette énergie-là et la mettre en activité. C'est ça qu'il faudrait pouvoir faire. Aider les gens à participer, comme quand on dit éduquer selon Socrate, hein, eh bien c'est aider à accoucher. Aider quelqu'un à accoucher, tu vois, c'est ça.
Mais c'est l'accoucheur, la théorie de Socrate. C'est ça. Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'éducation. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a... ce qui est intéressant avec ce qui se passe pour le moment, avec différentes expériences de participation, même si je suis bien d'accord avec toi, on est encore loin de ce à quoi on pourrait arriver, c'est qu'à mon avis, il faut qu'on arrive à, je ne vais pas dire à en tirer le positif, mais moi j'ai parfois peur effectivement que derrière le mot participation, on finalement soit un peu une chape de plomb et on se dise mais ça vaut plus la peine. Moi je crois qu'il faut vraiment que nous et des associations comme les nôtres doivent aider à montrer quels sont les effets positifs de ça pour que les enfants d'ailleurs, enfin d'aujourd'hui, puissent se dire ça vaut le coup. Alors c'est vrai que moi je connais des expériences, on parlait tout à l'heure de budget participatif, des expériences de budget participatif spécifiquement faites avec des enfants et qui, enfin, sur des vrais enjeux financiers, hein, donc pas de la blague sur 3 francs et 2 sous pour dire qu'on joue avec les enfants et on parle, non, mais vraiment sur des vrais enjeux et des enfants avec une capacité de pensée qui est vraiment intéressante. Donc ça, simplement pour dire que je suis bien d'accord que au niveau éducation, il y a des tas de choses à faire. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi valoriser ce qui se passe pour le moment pour montrer que ça vaut la peine. Par contre, alors tu soulèves, moi je me permets de tutoyer tout le monde, tu soulèves des questions qui sont tout à fait évidentes. La population, elle n'est pas monobloc. Et il y a des conflits, mais enfin, nous, à La Roue, on s'est retrouvés notamment sur une question dans une cité-jardin. Donc, vous imaginez un peu les cités-jardins qui ont été pensées quand même avec des espaces verts évidemment importants. Et finalement, la commune, parce que dans ce cas-là, c'est la commune qui a laissé faire que tous les gens coupent la haie devant chez eux et mettent la voiture sur leur parcelle. Dans ce qu'on appelle les fameuses zones de recul, hein, il y a toute une réglementation au niveau régional là-dessus. Donc les gens sont habitués à avoir leur maison, leur voiture à côté de leur maison. Et du coup, nous on discute en atelier, etc. Et puis on reparle de la question des espaces. En fait, dans l'atelier, on est arrivé, je vous ai dit, on n'était quand même pas avec 3 personnes, on était avec à se rendre compte que ça n'allait pas et qu'il fallait qu'on retrouve, enfin les gens souhaitaient vraiment retrouver l'espace de la cité-jardin du départ, donc en retirant la voiture, mais en plus, il y a une réglementation régionale qui y oblige. Donc on était, enfin bon, on a discuté de ça, ça n'a pas été de la persuasion, enfin certainement pas de notre part, mais, ni de la commune, mais il y a vraiment eu, ça a vraiment fait une... c'est ça, la durée est intéressante, parce qu'il y a vraiment eu tout un processus de réflexion, du coup les gens se sont dit, oui c'est super, du coup en fait on est parti sur des projets comme ça. Mais évidemment, tollé après, quand les gens qui ne sont jamais venus aux ateliers, même s'ils recevaient les invitations, et bon, ça on est habitué, du coup on retombe complètement dans ce que tu dis, ben, sont arrivés avec une pétition, évidemment, et même, alors là c'était impressionnant, on a reçu des mails, nous, d'habitants, nous disant, écoutez, on est vraiment embêtés, d'ailleurs c'était des mails anonymes, on est très embêtés parce qu'on participe à tous les ateliers, on est persuadé que le projet qu'on a construit au sein de l'atelier est intéressant. Mon voisin est venu me demander de signer la pétition et je n'ai pas pu dire non parce que c'est mon voisin. Et alors on voit le système dans lequel on est. Donc on se rend compte que finalement, mais voilà, la démocratie locale, elle se passe aussi là. Comment est-ce qu'on fait débat sur des choses aussi simples? Et comment est-ce qu'on fait débat et que finalement on ose donner ses positions, même si elles ne sont pas les mêmes que celles des voisins. Finalement, passer par une pétition, ben voilà, enfin, je n'ai absolument rien contre les pétitions, je trouve ça très, très positif à un certain moment, mais on arrive à une situation de confrontation qui ne permet plus toujours de réfléchir au sens des choses. Et donc c'est vrai que les situations conflictuelles, enfin, nous, j'ai pas la réponse à ça, sauf que je suis persuadé qu'avec un atelier, ou en tout cas un espace où on provoque le débat, et où on ne donne pas la raison à un seul, je pense qu'on arrive à avancer un petit peu, mais par contre on est régulièrement dans des situations conflictuelles, et je pense que là, on dit toujours les élus défendent l'intérêt général. Bon, alors je ne suis pas complètement persuadé de ça. Ce que je crois, c'est que l'intérêt général, si on reprend ce terme un peu barbare, mais il se construit par la confrontation des différents points de vue. Et que donc il y a besoin du conflit pour arriver à reconstruire l'intérêt général. Et je ne crois pas qu'il est dans la seule bouche de l'élu, mais que c'est par le... En fait, je pense que le conflit est vraiment intéressant, parce que le conflit, il oblige à reposer les questions. C'est pour ça que parfois la pétition, elle est dure, parce que finalement, elle empêche le débat. Enfin, en tout cas, dans notre cas, elle n'a pas permis le débat, et elle a au contraire divisé.
Donc enfin, je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant, mais de nouveau, on en revient à cette question, comment est-ce qu'on crée le débat? Et puis des gens, ils en ont marre du débat. Comment on crée le débat, ça je trouve que c'est pas le plus difficile. La question c'est comment est-ce qu'on le fait aboutir positivement, Oui, sans le réduire. Alors je suis bien d'accord, quand je dis créer le débat, c'est pas que le créer, c'est le créer et arriver jusqu'à ce que la solution qui sorte de ça soit apaisée, juste. Voilà, oui. Et donc moi je ressors en tout cas de ces années de travail avec le fait que c'était très intéressant, mais qui nous manque quand même. Qui nous manque et on ne travaillait pas centralement là-dessus, donc on ne l'a pas écrit. Je ne sais pas si vous l'avez écrit. Qu'il faut écrire une grammaire de la participation. Qu'il faut quand même se doter d'un minimum de règles consenties, partagées, autre que mettre en débat dans un espace où on s'écoute, etc. Il y a besoin d'un minimum de règles, de stabilité, sinon ça peut être très. Sinon ça part dans tous les sens. Oui, et ça peut revenir régulièrement en point de départ. D'abord une petite réaction, et puis peut-être avant de te donner la parole à des personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Mais donc dans cet exemple-ci, je dirais ça prépare un petit peu la séance suivante, qui sera notamment sur la question de la démocratie délibérative, etc. Donc là, qui fait appel à une grammaire pour effectivement organiser le débat, mais reste quand même la discussion ensuite, enfin le problème, comment gère-t-on la différence qui se crée entre les personnes qui participent à un processus et puis les personnes qui n'y ont pas participé et qui forcément, dans cet exemple-ci, il est très clair, n'ont pas du tout, pas dire la même conclusion, parce qu'ils n'ont pas procédé, ils raisonnent en termes, je dirais, de situation avant un débat. Alors comment est-ce qu'on fait ensuite pour reconnaître ces deux choses-là? Ça, c'est un exercice compliqué. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait naturellement? Ça ajoute encore de la durée. Mais comment est-ce qu'on peut faire alors pour recoller ces deux morceaux-là? Quel est votre avis là-dessus? Et deuxièmement, la question, vous n'avez pas tout à fait peut-être encore répondu. Comment est-ce qu'on fait pour... Bon, tu as su... Ton exemple montre que il y a des possibilités, dans certains cas, effectivement, d'avoir ce dialogue entre les autorités politiques et la population. Dans d'autres cas, il semble entendre que la participation, c'est une espèce d'alibi mise en scène, et puis de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Bon, comment est-ce qu'on peut faire, alors, c'est la deuxième question, pour un petit peu obliger que ça se passe, et peut-être de créer les espaces, de les institutionnaliser, et de leur donner les moyens de fonctionner. Est-ce que c'est réaliste? Voilà un petit peu des pistes là-dessus, en fonction de l'expérience. Et puis alors on va reprendre d'autres... Aux deux éléments des réactions, moi je pense que d'une part on imagine souvent, et même nous on le pratique aussi parfois comme ça, la participation comme un espace comme celui-ci. C'est-à-dire les gens viennent, discutent, etc. Et nous, on est de plus en plus à dire il faut que les choses se passent à l'extérieur. Parce que c'est aussi les gens, en plus, dans ce cas-ci, qui étaient opposés, enfin, si je peux parler comme ça, parce qu'à un moment donné, ça s'est traduit par ça. Mais je pense qu'effectivement, il y en a quelques-uns qui sont quand même venus dans les espaces, mais qui sont partis en claquant la porte. Voilà, donc, et ça a donné lieu à des situations dures, quoi. Or, plusieurs fois, on s'est retrouvé dans l'espace public et on en a profité parce que c'est vraiment aussi, je crois, la participation, c'est pas simplement en faire venir, c'est aller vers. Et je pense que ça, c'est aussi, j'imagine que vous, sur la place Saint-Antoine, vous avez dû faire des choses aussi. Et avant le chantier. Là, on travaillait avec les gens par ailleurs, ce qui était plus facile, on les connaissait. Voilà, et alors en plus, après, ça dépend de nouveau de l'échelle à laquelle on est, du degré de proximité. Voilà, si au quotidien, si on est en plus sur différents aspects, si on est sur un seul projet, ça focalise tout. Si on est sur différentes composantes, ça peut être après sur des actions sur l'emploi, sur plein de choses, c'est un peu différent. Mais moi je crois qu'il faut sortir, quoi. Il faut pas... Et puis il faut aller à la rencontre, c'est plutôt ça. C'est pour ça que je n'aime pas l'idée de dire il faut faire participer. Non, c'est pas ça. La participation, c'est pas faire participer. C'est pas obliger les gens à venir ici. Ça n'a pas de sens. Il faut que, justement, on arrive à faire des choses où on est à la rencontre des gens. Du coup, nous, on se sert beaucoup de l'espace public, effectivement, pour faire les choses. Alors ça, c'était un petit élément. Et c'est vrai qu'à la Roue, on a
aussi profiter de moments pour vraiment être à l'extérieur. Et je pense que ça, voilà, c'est des petites choses qui ont fait avancer. Maintenant, je pense que de toute façon, le conflit, il continuera d'exister et que toute décision sur quelque sujet qu'elle soit, va nécessairement entraîner des gens qui ne vont pas être contents. On ne va pas mettre tout le monde d'accord tout le temps. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus se dire, parce que sinon on en arrive à du consensus mou. Et ça, c'est la pire des choses. Donc, il y a un moment où je crois qu'il vaut mieux assumer une position forte, quitte à se mettre en conflit. Donc ça, je crois que c'est une chose. L'autre chose, tu demandais par rapport aux experts, quand la parole n'est pas entendue, ou comment est-ce qu'on fait dans cette relation citoyen et nous, c'est vrai qu'on est quand même aussi très souvent dans des espaces où, en gros, on a l'impression, je vous donne un exemple qui, moi, m'a beaucoup animé, tu le sais bien parce que j'en parle souvent, de la roue, mais parce que je pense que là, on est arrivé à faire changer des choses, mais il y a beaucoup de situations où c'est le contraire et où on se désespère complètement, y compris des situations où nous, on arrête. On dit stop, nous on s'en va parce que ce n'est plus possible. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, vraiment de nous retirer. Mais y compris, on a une petite expérience avec Isabelle, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, enfin on a travaillé aussi sur la place du Sablon pour vous dire. Et du coup, voilà, là c'est un moment où nous, y compris, on a fait une note publique sur, voilà, pour dire ça ne va pas et voilà pourquoi ça ne va pas. Et donc, mais je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante. Nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup les traces écrites. Alors, c'est pas sous la forme de Bruxelles en mouvement, mais on est beaucoup dans des comptes rendus parce que ça laisse des traces. Et ça laisse des traces, d'une part, pour les habitants, parce que ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans les traces. Enfin bon, de nouveau, c'est par la durée. Mais aussi, ça devient une arme d'interpellation. Donc, alors parfois, nous, on arrive à construire plutôt des cahiers de recommandations. Donc là où c'est vraiment arriver à construire justement comment il faut faire les choses. Et ça peut être sur des tas de sujets différents, que ce soit sur des aménagements ou sur d'autres choses. Juste pour dire, je termine par là, à Anderlecht, après, avec la Roue, d'autres quartiers, Canal Midi, les Mets, il y a un jour où on a décidé de faire une rencontre entre les différents quartiers, pour voir finalement ça produit quoi tout ce qu'on a fait. Et on s'est d'ailleurs retrouvé de manière complètement surprenante avec une petite centaine de personnes à la maison de la participation d'Anderlecht, et les gens ont produit des recommandations à l'attention des élus sur la manière de penser la participation. C'est vachement intéressant, j'en ai ici quelques exemplaires de ces recommandations. On parle de la transparence, qui est un des sujets. On ne parle pas de l'institutionnalisation d'espace de participation, parce qu'en même temps, il faut garder de la souplesse. On n'est pas toujours dans un contexte de contrat de quartier où il y a plein de sous qui vont arriver. Donc il y a plein de formes différentes. Et donc les gens étaient très... Et puis il ne faut pas non plus forcer trop il ne faut pas commencer à devenir tous les soirs, il y a des réunions partout, on va s'en sortir. Donc les gens étaient assez frileux à dire il faut un seul modèle. Non, il faut différentes formes avec la possibilité de s'exprimer, mais en tout cas, il faut que les habitants aient quelque chose à dire. Donc ça, c'était effectivement une revendication forte. Enfin, si ça vous intéresse, après, on peut... Voilà, il y a un document. Et c'est vrai que quand tu parles des lieux, je reviens à Aaron parce que ça fait 2 ans que j'y suis. On parle très bien de ce qu'on fait, de ce qu'on connaît. Les 3 séances de ciné-débat, on les organisait dans un café, dans l'arrière-salle d'un café. Alors qu'à Aaron, il y a un superbe centre culturel très beau, très très beau. Et vous y allez jamais? D'abord, il était un peu plus cher. Mais c'est vrai, l'arrière-salle du café, parce que les premières fois où je suis allée, moi, distribuer mes petits flyers, et d'ailleurs, je ne faisais pas de toute boîte. J'allais me promener dans la rue, j'allais à la sortie des écoles, et j'interpellais les gens. Vous êtes au courant qu'il y a une prison qui va se construire? Ils leur disaient oui, d'ailleurs, de toute façon, c'est fait, on voit les travaux qui commencent. Ouais, il faut recommencer, mais non, c'est pas vrai. Et moi, je donnais les flyers aux gens. Je dis, voilà, si ça vous intéresse et si vous pensez que ça va intéresser vos voisins, allez distribuer les flyers à vos voisins. C'est les gens qui communiquent entre eux. Le fait que ça se passait dans un bar, les quelques piliers de bar qui n'auraient jamais franchi la porte du centre culturel, le fait qu'il y avait une simple vitre qui séparait le bar des séances où on projetait le petit film, où on organisait les espaces de discussion,
Ah, il y en a un, il a fait le pas au bout de la 3e projection seulement. Il a quand même fini par y aller. Et c'était une de ces personnes qui me disait, mais bien sûr qu'il faut construire une prison, parce que avec tous les délinquants qu'il y a, il faut bien les enfermer, évidemment. Et non, mais pour moi, ça, c'est des petites victoires, c'est des comportements comme ça. Donc, effectivement, la rue, des espaces accessibles. La seule chose qui m'a chagrinée pour le café, c'est qu'à Aron, il y a pas mal de gens de culture musulmane, et elle traversait ce café pour aller à un espace de réunion. C'était no way. Donc, j'espère que ce week-end, on va rattraper la sauce, parce que ça va se passer en dehors d'un café. Mais c'est vrai que c'est très important. Et il faut un endroit, le centre culturel, pour certains, il y avait une barrière culturelle à franchir qui était difficile. Donc effectivement, moi je pense que si on veut faire partie, enfin, pas faire participer, mais amener les gens. Inciter les personnes les plus... Parce qu'en plus, je crois que c'est ces personnes-là qui auraient le plus besoin et pour lesquelles ça serait tellement gratifiant, parce que participer à des choses comme ça, individuellement, c'est gratifiant, ça fait grandir. Je crois que c'est important, c'est pas seulement pour la collectivité, mais je crois que toutes les personnes qui ont participé à des réunions où elles ont entendu parler pour la première fois de PRAS, de PPAS, d'aménagement, de zones de recul, elles sont rentrées chez elles, elles ont appris des choses, et je pense que ça c'est important, et leur donner aussi la possibilité que ces personnes soient vraiment acteurs, et distribuer un flyer à ses voisins, c'est déjà devenir acteur. Je crois que c'est ça. Toute petite chose que j'ai oubliée, à Aron, c'est les habitants qui ont fait des affiches. On aurait dû les amener d'ailleurs. On aurait dû les... Oui, mais j'en ai pas. C'est les habitants qui ont fait des affiches. Aron, c'est la capitale du Chicon. Ils ont fait des affiches. Plus de Chicon, moins de prison. Ils les collent sur leur vie. Ils les distribuent entre eux. Ça prend une toute autre valeur. L'habitant de Aron qui vient expliquer aux habitants qu'il a été visiteur de prison et qu'avant, il pensait que les prisons c'était bien et que les gens qui étaient en tôle, ils l'avaient bien mérité, que c'était bien fait pour eux. Et il vient raconter son histoire. J'ai été visiteur de prison. Et du jour où j'ai été visiteur de prison, ça a changé. Sa parole a 10 fois plus de poids qu'un criminologue avec plein de titres. Je suis persuadée de ça. Je suis vraiment persuadée. Parce qu'il raconte les choses avec ses mots à lui, avec des gens qui sont ses pairs, et ils sont issus du même village. Parce que Aron, c'est le village. J'arrête. Est-ce que vous vous appuyez sur l'associatif local, sur les associations de quartier, sur les gens qui connaissent la population locale? Oui. On essaye de faire que ça. En tout cas, IEB, c'est une fédération de comités, donc souvent on n'y va même pas s'il n'y a pas de comité. Parfois on y va justement parce qu'il a du mal à se créer. Sur des ASB qui existent, qui connaissent la population? Oui, bah, on essaye, dans la mesure du possible, effectivement, de travailler avec ceux qui existent déjà. Parfois, on essaye d'analyser aussi un petit peu, parce que parfois, je ne peux pas faire de généralité, mais un collectif qui existe en exclut un autre qui n'est pas bien formé et qui existe aussi. Donc voilà, ça dépend un petit peu du cas par cas, mais oui, j'imagine que Périphéria aussi... C'est une vraie question. C'est-à-dire que nous, c'est évident aussi que quand on arrive dans un quartier, parce que, de nouveau, je répète, je pense comme vous, on arrive à un moment donné, et donc on n'est pas des experts. On arrive plutôt comme des facilitateurs de quelque chose, on ne sait pas toujours bien de quoi au départ, mais on essaye en tout cas de faciliter des choses. Mais du coup, on ne connaît pas. Du coup, effectivement, on va vers les associations. Et c'est, je ne vais pas dire que c'est une arme à double tranchant, parce que je suis persuadé, nous, partout où on va, on a bien vu que ça ouvrait des tas de portes en termes de connaissances. Par contre, je pense qu'il ne faut pas nécessairement se limiter, en tout cas aux associations, parce que on est aussi dans une société où, enfin moi je suis un petit peu affolé, on est association nous-mêmes, comme les associations ont parfois une mission et sont tellement prédéfinies par les sources de financement qui les subsidient, que ces sources de financement les obligent à avoir un public. Alors ces associations disent « mon public ». Et donc ces associations arrivent, j'ai rien des associations, mais simplement je dis on est formaté, et du coup ces associations,
touche effectivement concerne une partie de la population. Mais parfois c'est très limité. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de nouveau, dans cette volonté de croiser les intérêts, c'est d'essayer de trouver un peu la diversité des acteurs, et puis aussi d'aller, notamment en étant sur les espaces publics, alors nous on ne fait pas très souvent nos réunions dans les bars, ce serait bien. Mais ça dépend, oui, ça dépend vraiment d'où on est. Mais en étant dans l'espace public, on arrive à toucher d'autres personnes qui ne sont pas dans les associations, qui sont pas... Parce que c'est ça, enfin, moi je crois qu'il faut vraiment essayer d'arriver à reconstituer une société qui permette aussi à des gens qui ne sont pas dans des collectifs de prendre la parole. Et c'est pas parce qu'on est dans un collectif que c'est mieux ou c'est moins bien. Mais donc, moi je pense que travailler avec les associations, mais pas uniquement. Et c'est vraiment certainement pas con. De nouveau, c'était assez passionnant à La Roue. L'exemple, il rigole chaque fois que je dis La Roue, parce que quand on s'est vu la semaine dernière... Il a plein d'exemples, ça fait des années, il a plein d'expériences sur plein de quartiers, mais c'est toujours non, La Roue. Mais c'est parce que c'est un quartier où, justement, dans ce qui s'est passé dans la suite, il y a des citoyens individuels qui venaient aux réunions, qui ont alors constitué un collectif avec justement des associations. Donc en fait, ils ont réussi à se mettre ensemble. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant parce qu'ils ne se sont pas enfermés dans une logique. C'est une association qui s'occupe des enfants du quartier, une autre qui travaille beaucoup plus sur la prévention avec les adolescents, y compris parfois des associations parapubliques. Donc c'était intéressant ce mélange entre les gens. Et puis il y a des quartiers où il n'y a pas d'association, ou très peu par contre. Oui. Périphéria, je sais, était aussi actif en Amérique latine, en Bolivie, où j'ai entendu par exemple le terme capacitation, qui justement est proche du terme empowerment, mais qui est beaucoup plus justement managérial pour faire la sociocratie et l'holacratie. Et d'ailleurs, les Canadiens ont trouvé un beau mot pour ça dans la traduction, empuissantement. Et alors, quel est le lien entre ce que tu as fait allumer en Amérique latine, à un moment, si ça se continue toujours, je ne sais pas, en Bolivie, et comment les gens réagissent-ils et ici, parce que j'ai l'impression que ce qui unit les deux, c'est qu'il y a plus de conscience, que les gens ont les bernes quelque part, mais que c'est peut-être plus de passage à l'action en Amérique latine quand je vois la politique actuelle là-bas. Voilà. Je proposerais de terminer sur cette réaction à cette question-là. Vous êtes obligé aussi à sortir de La Roue un tout petit peu. Sur une note exotique. Voilà, sur une note exotique. Enfin, je sais pas si c'est exotique, peut-être que La Roue est plus exotique que la Bolivie, j'en sais rien. Le climat y est parfois meilleur à La Roue. Alors c'est vrai que tu abordes de telles capacitations, c'est vrai que nous on travaille beaucoup là-dessus aussi. Je vous ai parlé effectivement de ces espaces où on encourage des lieux où se rencontrent habitants, pouvoirs publics, etc., autour de projets, voire même de discussions sur le budget, dont j'ai peu parlé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est aussi sur des démarches de budget participatif, en tout cas à petite échelle. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette dimension de capacitation, hein, qui est un terme qu'on utilise et qui, aujourd'hui, enfin, c'est vrai que la première fois où on l'a prononcé, les gens comprennent, enfin, trébuchaient dessus, ce qui est un petit peu normal, mais qui est vraiment l'idée de se dire comment est-ce qu'on arrive à mettre en lumière les capacités des gens. Parce que finalement, on est dans un monde où ce qu'on met en lumière, c'est plutôt les diplômes et justement tous les titres, mais finalement, il y a plein de capacités qui ne sont pas mises en lumière. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail qu'on a fait avec plein de collectifs. Nous, du coup, on a réutilisé un petit peu cette expression qu'on trouve très belle en espagnol ou en portugais, parce que justement, elle n'est pas sur la notion de formation. Formation, alors je caricature en disant formation, c'est donner une forme. Capacitation, c'est révéler les capacités. Je sais que formation, ce n'est pas que donner une forme, mais je trouve qu'en français, il manque ce terme qui est sur la révélation des capacités. Et je trouve qu'il est assez beau. Alors après, on aime ou on n'aime pas le terme capacitation, peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent avec la notion d'empowerment qui en est assez proche. On n'est pas sur des luttes de mots. Simplement, c'est vrai que nous, on reste persuadés qu'il y a des choses à aller chercher là-bas. Alors on se dit toujours, oui, mais le contexte est différent. Oui, mais là, ils n'ont rien, donc c'est normal qu'ils se mobilisent. Et c'est vrai qu'on part tout le temps de ça. Aujourd'hui, si on voit
le Brésil est quand même un des pays les plus puissants en termes de richesse, c'est affolant. Et pourtant, je veux dire, nous, on va encore s'inspirer de choses qui se passent là-bas. On n'a pas un travail de la même façon qu'ici en Amérique latine. C'est vrai que moi, j'ai encore cette chance d'y aller régulièrement, justement pour faire de l'appui, sans me considérer du tout comme un expert, mais en tout cas pour de nouveau arriver à un peu dans la même démarche que dans certains quartiers ici, à parfois poser des bêtes questions, mais en tout cas pour essayer de voir comment les citoyens, qui soient en Amérique latine ou ici, comment est-ce qu'ils arrivent à influencer des choses. Et donc on organise, là dans un mois et demi, on sera au Brésil avec des gens de Belgique, avec des gens du Honduras qui sont dans des situations de corruption épouvantable et avec des gens du Brésil, justement pour essayer de croiser des expériences sur... Alors c'est vrai que de nouveau, pourtant moi je ne suis pas du tout un expert du budget, je n'ai aucune formation là-dedans, mais comment est-ce que les citoyens arrivent à influencer des choix budgétaires? Moi c'est vrai que je me suis intéressé aux questions du budget, mais je vous dis, je n'ai aucune formation là-dessus, parce qu'en fait, j'ai peur que dans la participation, on mette souvent en place des usines à gaz de participation sur des enjeux qui sont finalement des couleurs de banc. Et c'est quand même ce qui se passe à pas mal d'endroits, où en gros, où le gros du truc est décidé et il reste le petit machin au bout. Et alors là, on fait une propagande en disant le citoyen. Non, si on ne touche pas et si on n'a pas conscience des enjeux budgétaires, il y a un moment donné où on passe à côté des choses. C'est pour ça que les contrats de quartier restent des sujets intéressants, parce que c'est des vrais enjeux. Après, on peut voir que la participation dans les contrats de quartier à Bruxelles, selon les endroits, est très variable. Ça dépend comment le politique la joue. Tout à fait. Oui, Donc vrai. ça dépend très fort là de la commune et de la manière même du politique, hein, c'est pas nécessairement de toute la commune, du politique qui est en charge, et parfois aussi des services, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé ce soir du rôle des services. Moi je crois quand même que les services publics ont un rôle fondamental aussi. Et ils sont parfois mis dans des positions qui sont hyper inconfortables, par leurs élus d'ailleurs. Et donc c'est vrai que c'est des jeux qui sont pas faciles. Hein, donc moi je crois beaucoup en tout cas que le budget reste un sujet intéressant, y compris au niveau local, et très mal connu finalement, et très peu approché. Et donc pas pour comprendre la logique technique de comment se fait un budget, mais vraiment pour se dire où est-ce qu'on peut aller, enfin, où est-ce qu'on peut toucher des vrais enjeux. Moi, c'est vraiment la notion de qu'est-ce qui est en jeu. C'est pas la couleur du banc qui est en jeu. C'est quand même de savoir effectivement comment va évoluer la ville, le quartier, mais la ville avec les shopping centers qui s'installent, avec les prisons, avec mais peut-être pas non plus que les grands dispositifs, mais donc aussi voilà, en termes de mobilité, comment est-ce que des choix qui se font dans ma rue se reflètent aussi au niveau régional, etc. Donc il y a vraiment toutes ces questions. Pour moi, il faut que la participation soit sur des enjeux qui en valent la peine. Je parle quoi? Oui. Moi, je trouve aussi ce qui est important, c'est... Enfin, d'abord, j'ai quand même envie de revenir sur ce qu'il a dit tout au début, en amont, parce que je trouve que c'est intéressant. C'est vrai qu'à l'école, contrairement à ce que vous pouvez croire, parce que vous voyez sourire là, il existe des pédagogies où on apprend aux enfants à s'inscrire dans des conseils de classe, où on décide, où on légifère, où on voit qui observe ce qui est décidé, quitte à revoir la règle, etc., où on apprend effectivement à se conduire correctement dans un groupe, et on voit déjà que dès l'enfance, il y a des leaderships comme ça qui se dessinent et avec lesquels il faut pouvoir travailler, réguler le groupe, etc. à bien des niveaux, et ça peut s'apprendre dès l'enfance, et même dès la petite enfance, et aussi à gérer des budgets, au sein de la coopérative scolaire, au sein des petits projets qu'on met en place avec la classe, etc. Bon. Mais je me dis aussi que les problèmes de leadership dans ce type de groupe, moi j'ai participé aussi à des... Bon, sur d'autres plans, enfin je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que j'ai observé, mais vraiment très très fort, c'est qu'à l'intérieur de ces comités émergent très rapidement des leaderships
qui ont tendance, des gens qui ont une facilité de parole, qui drainent de convictions, qui sont charismatiques, etc., et qui drainent autour d'eux toute une série, qui rassemblent autour d'eux, plus précisément, toute une série de gens qui commencent à, effectivement, ça aussi c'est très difficile. Et moi je me dis qu'il y a des outils qui existent au niveau de la gestion des groupes. Il faut quand même que les gens qui s'occupent de ça aient accès à ces outils, essaient de s'informer là-dessus et essaient de les utiliser de façon à ce que les choses se passent le plus démocratiquement possible à l'intérieur des groupes. J'en suis convaincue. Ça existe, quoi. Et il faut vraiment aller vers ça, quoi. Et de même qu'on apprend aux enfants à se comporter dans un groupe, à décider, à légiférer, à punir, à sanctionner, à gratifier et à reconnaître la parole de l'autre. Parce que ce qui est important dans ce qui va se jouer, dans le dossier que vous venez de recevoir, en imaginant qu'au bout de 4 ans, en imaginant que les politiques aient effectivement récupéré les idées de ce qui était décidé, l'essentiel, ce qui serait essentiel, c'est qu'ils reconnaissent d'où ça vient. Oui. Alors là, on n'est pas dans un processus de récupération, on est dans un processus d'appropriation. Et ça, je trouve ça très grave, parce que les gens ont le droit d'être, si vous voulez, gratifiés dans ce qu'ils ont proposé et reconnus. D'être acteurs reconnus, bien voilà. sûr. Et ben, c'est ce que je voulais dire, hein. Mais c'est important. Je voudrais terminer sur une note d'utopie. Oui. Parce une conclusion. que j'aimerais bien. Je trouve que c'est compliqué de mettre en place tous ces processus participatifs, etc. etc. C'est souvent un peu long, pesant, technique, etc. Pardon. Sauf à la roue. Sauf à la roue. Ça, je le dis, c'était pour la boutade. Et C'était pour la boutade. Et Aaron, parce qu'il y a le chicon masqué et tout. Et je trouve que ça serait chouette de trouver des formules où il y aurait de l'inventivité, de la fantaisie, où on remette le rêve à l'honneur. Moi, je rêve de ça que je ne dirai pas à tout le monde. Mais j'ai vraiment envie de réfléchir à des trucs comme ça. J'ai rencontré un jour une troupe qui s'appelle Bread and Puppet, qui vont dans les villes, vous ne connaissez pas? Qui vont dans les villes, ils vont chercher les caissières, ils vont chercher les camés dans les cités, ils vont chercher des gens comme vous et moi. Ils ont tout un parcours qui est fait en carton sur les 7 besoins essentiels de l'homme. Et il y a même un moment où ils nous apprennent à voler. Donc on est tous là comme ça, on s'apprend à voler. Et à la fin du parcours, on se retrouve dans un petit, on s'était retrouvés dans une petite cour pendant toute la visite de l'exposition en carton qui représentait les 7 besoins fondamentaux de l'homme, qui est manger, qui est d'aimer, etc., etc. On partageait le pain qui avait été préparé et cuit pendant tout ce moment. Et à la fin, on enterrait les idées pourries. Et à l'époque, c'était George Bush qui faisait la guerre. Et physiquement, on enterrait George Bush. Et c'était un moment de poésie extraordinaire. Mais je crois qu'ils ont touché plein de gens grâce à ça. Après, ces gens, ils viennent, ils restent un mois, et puis ils se barrent. Avant la représentation, ils sont dans les rues, où ils raccrochent les gens, etc. Et moi, je trouverais super de faire des trucs, des processus participatifs comme ça. Voilà, ou je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je vais rejoindre le Bread and Puppet.